quelqu'un a 1000 francs et peut passer de 1000 francs à 10 000 francs, je pense personnellement que quelqu'un peut avoir 100 000 et passer de 100 000 à 1 million. Que représente l'argent pour toi? C'est mon esclave. Le problème en Afrique, c'est que beaucoup se disent que l'argent, c'est pour certaines personnes et pas pour eux. Pour toi, le mindset fait vraiment tout dans la création de richesses? 97%. C'est une étape très cruciale. À quel moment le déclic se passe et que tu décides de te lancer peut-être dans un premier business? 2012, accident de voiture à Montréal. Et c'est à quel moment tu décides de laisser le salariat? Je ne savais pas où je partais, donc j'ai frôlé la dépression, je dirais. Ah, c'était mauvais. Parce que tu étais salarié ou qu'est-ce qui s'y passait? Parce que j'étais salarié. Tu as dit sur YouTube, et ça fait un tollé, que tu gagnes 500 000 $ par mois. Minimum. Je l'ai dit sans complexe. Et est-ce que tu penses finalement que la seule voie de sortie de la pauvreté pour l'Afrique, ce serait l'entrepreneuriat? Je dirais que c'est la voie principale. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui pensent que la place de la femme, c'est dans la cuisine, par exemple? Bon, on connaît mon opinion dessus. Et dans les affaires de femmes soumises, moi, je ne suis pas dans ça. Ton mari n'est pas prêt à rentrer en Afrique. Tu serais prête à sacrifier votre relation pour l'Afrique? Je ne placerai jamais l'amour d'un homme avant l'amour de l'Afrique. Quels sont les conseils que toi, de par ton expérience, tu peux leur donner? Je dirais déjà que la peur, c'est le premier frein dans la vie. Il faut croire. Ma mission est plus grande que ma vie. D'accord. Ou ma vie de famille, proprement dite. Pour moi, je dois faire ma part en tant qu'Africaine. Bonjour la famille, je suis Jean-Yves Bragbo, plus connu sous le nom de l'investisseur africain. Et bienvenue dans le podcast des investisseurs africains. Le podcast qui veut mettre en lumière des Africains et des Africaines qui, de par leur expérience, leurs histoires, leur parcours, inspirent. La personne que nous recevons aujourd'hui est tout simplement exceptionnelle. Elle est très connue dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Elle pense entrepreneuriat. Elle respire entrepreneuriat. Il n'y a pas un seul instant quand on passe avec elle sans qu'elle ne nous parle d'entrepreneuriat. Elle a toutes les bonnes idées pour lancer des business. Elle voyage à travers le monde, dans les 4 coins de l'Afrique et bien ailleurs, pour nous donner des idées de business pour se lancer et tout. Si vous la suivez, vous saurez tout simplement les astuces pour remplir votre compte en banque et surtout pour changer votre mindset. Je pense que vous savez de qui je parle. Elle est tout simplement rayonnante, elle est humble, j'ai envie de dire. Tu es humble? Tu es humble. En tout cas, vous avez bien compris, les gars. Vous avez vu mon émotion, comment je suis content. Aidez-moi à recevoir exceptionnellement dans le podcast des investisseurs africains, Stéphanie Mbida, elle-même en personne. Merci. Je transpire même à te faire la présentation. Stéphanie, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Jean? Ouais, ça va. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Un plaisir d'être ici. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on avait essayé un premier? Il faut dire. Il faut dire, n'est-ce pas? On avait fait une première version et puis on ne sait pas pourquoi le son n'a pas marché. Bon, cette fois, en tout cas, elle est revenue. Vous voyez comment elle est exceptionnelle. Elle a quitté les États-Unis. Pour le podcast. Elle partait dans un autre pays. Elle dit, Jean-Yves, je m'arrête en Côte d'Ivoire juste pour toi. Merci beaucoup pour cette marque de considération. Il n'y a pas de quoi. Bon, tu es certes connu, mais il y a toujours des gens, tu sais, ils ne suivent pas Internet et tout. Je ne suis pas Michael Jackson, on ne sait jamais. Bon, on va essayer de calmer parce que c'est 2 potes qui sont bavardés, donc ça risque de chauffer. Mais est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore vraiment? Oui, bien sûr. Alors, mon nom, c'est Stéphanie Mbida. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Tout ce qui touche à rajouter de la valeur, ça a toujours été une passion depuis l'enfance. Comment est-ce que quelqu'un peut partir de rien et se faire beaucoup d'argent? Et quand je parle de beaucoup d'argent, je parle également d'être millionnaire en dollars parce que je pense vraiment que les opportunités sont partout. Et tout entrepreneur, Jean-Yves, tu vas sûrement me rejoindre sur ce point-là, sait que les opportunités sont, peu importe où on est, que ce soit dans un village, que ce soit à New York, que ce soit en Chine, en Australie, en Afrique du Sud, au Congo, les opportunités sont là et c'est très important pour moi d'éveiller la population africaine par rapport à ça parce qu'on est trop souvent dans les plaintes et on passe à côté des opportunités, on passe à côté des détails qui peuvent justement nous faire sortir de certaines situations précaires et donc c'est mon rôle là. Ok, super, je pense qu'on commence bien là. Tu es très connu sur YouTube. Est-ce que tu peux faire rapidement ton générique de YouTube? Non, ça, je dis à chaque fois, je regarde tes vidéos en plus et à chaque fois que je regarde, je dis non, mais Stéphanie va me tuer. Ouais, juste. Tu vas jamais m'oublier avant de faire le générique là. Tu as une phrase fétiche là. Oui, mais je dois me mettre dans le contexte. Bon, mets-toi dans le contexte. J'ai ma caméra allumée là. Donnez-lui une caméra, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Oui, c'est venu.
Tu es prêt? Ouais, on y va, toujours. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bien fait, bien fait, bien fait. C'est cool, tu parles beaucoup d'argent de façon très décomplexée. Oui. Beaucoup diront, mais celle-là ne respire que par l'argent, celle-là, elle est une personne très intéressée par l'argent. On va commencer tout de suite. Que représente l'argent pour toi? L'argent, pour moi, c'est l'outil le plus puissant dans ce monde. J'ai eu la grâce, et ça, c'est vraiment une grâce de voyager dans une quarantaine de pays. J'ai eu la grâce d'être au milieu des personnes extrêmement pauvres et extrêmement riches, dans les deux extrêmes. J'ai vu ce que l'argent fait. Et là, présentement, on vit dans un monde de tension entre différentes nations, où celui qui n'a pas d'argent ne peut pas parler, et où celui qui a de l'argent et le pouvoir peut tout contrôler. Donc l'argent, c'est l'outil, je ne dirais même pas un des outils, je dirais c'est l'outil le plus puissant dans notre monde. Et c'est un outil que malheureusement les Africains négligent. Okay? Parce qu'on est, je dirais, on a plus des tendances un peu moins géopolitiques. On est moins avisé par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est comme ça que je perçois l'argent. Et c'est un outil où nous devons devenir maîtres de cet outil-là. En Afrique, c'est un peu l'opposé. Hein. C'est l'argent qui dirige les gens et c'est les êtres humains qui sont les maîtres. On devrait inverser cette tendance-là. Donc, pour moi, l'argent, c'est mon esclave. C'est ton esclave. À la limite, c'est mon esclave. Et pourquoi penses-tu qu'en Afrique, principalement, l'argent, finalement, représente une forme de maître pour les gens? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de pauvreté? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de connaissances, au final? Parce que je l'ai remarqué depuis que je suis revenu vivre ici également, que l'argent occupe une place très importante. Très prédominante. Et c'est très inquiétant. Très parce que finalement, on ne voit pas le vrai rôle de l'argent. Donc, qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, je ne mettrai pas à tout prix l'Africain devant, mais l'être humain prie pour l'argent. Il tue pour l'argent. Il fait du n'importe quoi pour l'argent. Donc, l'argent même est devenu, a pris un rôle, je ne dirais pas à tout prix malsain, mais c'est un rôle très prédominant dans nos sociétés africaines. Et je dirais, c'est peut-être à cause de la relation un peu complexifiée que l'Africain a développée avec l'argent. C'est une relation très simple pourtant. L'Africain a tendance à idolâtrer à la limite celui qui est plus à l'aise financièrement. C'est aussi peut-être une certaine inconscience. Le fait peut-être qu'on se dise que l'autre peut faire et moi je peux pas faire, alors que l'argent répond à certains critères bien précis qu'il faut juste avoir pour commencer à attirer l'argent vers soi. Donc je pense que c'est ça le noyau, même le problème en Afrique, c'est que beaucoup se disent que l'argent c'est pour certaines personnes et pas pour eux, alors qu'ils ont tort. L'argent c'est pour tout le monde. L'argent c'est pour les plus éveillés, je dirais. C'est pour ceux qui ont un certain mindset. C'est une question de commencer à flipper un peu la pièce. Donc, au lieu de voir, d'envier l'autre, d'être méchant et tout, peut-être commencer à se poser les bonnes questions, à savoir, mais si l'autre a fait, il n'a pas 3 ou 4 cerveaux. Il a un cerveau comme moi. Comment est-ce qu'il a fait? Et tu fais passer des entrepreneurs sur ta chaîne avec des parcours formidables, des gens qui ont commencé de rien. Comment est-ce que lui, il a fait? Est-ce qu'il allait dans la sorcellerie Est-ce que, ça, ce sont les croyances en Afrique. La plupart du temps, non. Au pire, peut-être pas l'Africain, là. L'Américain, là, il a fait comment? Vu que beaucoup pensent qu'il n'y a pas la sorcellerie là-bas, il a fait comment? Donc, je pense que c'est vraiment une question de démystifier le tout et te dire que, écoute, t'as fait comment? Et commencer à essayer. Même avec 100 francs, avec 1000 francs. Si quelqu'un a 1000 francs et peut passer de 1000 francs à 10 000 francs, je pense personnellement que quelqu'un peut avoir 100 000 et passer de 100 000 à 1 million. Parce que c'est juste une question de système, de mindset, de processus qu'il faut suivre et être fort dans la tête. Chaque fois que tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu apprends et tu avances. Génial. On parlera de tout ça. On parlera de ton système du coup, de ton parcours. Je pense que même si plusieurs connaissent déjà ton parcours, mais il y a forcément des choses que tu n'as pas encore dites
que tu diras. Tu parles énormément de mindset. Oui, tu as sorti tous les dossiers. Attends, tu es pressé. Tu as sorti tous les dossiers. Mais tu parles énormément de mindset et je pense que c'est très important. Pour toi, le mindset fait vraiment tout dans la création de richesse? Je dirais le mindset prend, les gens seront même choqués à la limite, 99%. Pas 80, pas 70%. 99%. C'est pour ça que parfois, on va aborder certains thèmes qui choquent. On va les dire de manière choquante parce qu'il faut secouer les Africains. Il faut nous faire réaliser qu'on a le potentiel dans nous. Dieu n'a pas fait de choix pour dire qu'Américain est meilleur qu'Africain. OK? Et pour ce faire, on va parfois aborder certains thèmes qui vont déranger. Mais l'Africain doit réaliser que la réussite, c'est déjà la manière dont il perçoit la vie, la manière dont il perçoit les choses. Tu sais, il y a un truc intéressant qui m'est arrivé. Je suis arrivée hier, comme tu le sais, et mon chauffeur habituel est pris. Donc, on m'envoie un nouveau chauffeur à l'aéroport. Je suis venue avec mes 2 collaborateurs. Les premiers collaborateurs arrivent, ils sont arrivés autour de 11h30 à l'aéroport. Le chauffeur arrivait à 13h15 à l'aéroport. Wow. Mon vol arrivait un peu plus tard, autour de 19h30, 20h. Et quand j'étais dans l'avion, mes collaborateurs me textent que le chauffeur vient d'arriver. Il dit que mais comment est-ce que vous venez d'atterrir? Ils disent non, on est là. Ça fait à peu près 2 heures de temps. Je ne comprends rien. Et quand c'est comme ça, je texte Monsieur Conan qui m'a envoyé le gars pour lui dire dis à ton gars là que c'est la première et la dernière fois. Il vient me chercher à 19h30, 20h et c'est fini. On va fonctionner autrement. C'est clair. Mais le gars, il vient, il accusait quoi? Il a dit, l'embouteillage, Marcory. C'est ça. Oui, je suis arrivé en retard à cause de l'embouteillage à Marcory. Oui, tu connais le trafic d'Abidjan. Quand c'est comme ça, tu dois quitter d'avance. Moi, mon chauffeur habituel, si c'est que j'arrive à 19h, à 17h, il est à l'aéroport, parce qu'il connaît le trafic, il veut pas prendre de risque. C'est clair. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple pour dire que on a tendance à rejeter un peu la faute extérieure. On ne se responsabilise pas parce que moi, je dis souvent, la première étape dans ce changement de mindset, c'est prendre la faute sur soi. Ça prouve que tu as quitté l'école du primaire, là. Tu es en train d'aller au lycée, puis à l'université. C'est une étape très cruciale. Et l'Africain, malheureusement, on est beaucoup dans la victimisation. C'est toujours... on est toujours la victime dans l'histoire. C'est le trafic. Après, ça, on va dire c'est la voiture. Il a un peu plu quelque part avant d'arriver à l'aéroport. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, d'autres choses, et jamais de la faute de la personne. Exactement. Et c'est aussi ça qui fait que beaucoup attendent, et puis rien ne se passe. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. En tout cas, on parlera de tout ça, on parlera d'argent. Si vous voulez savoir tous les mécanismes pour générer beaucoup d'argent, Stéphanie est là aujourd'hui. On va lui poser toutes les questions. Mais on va parler un peu de toi. De ton histoire, parce que forcément, tu en as une histoire très, très inspirante. Et j'ai une petite surprise pour toi, pour commencer. Une bonne surprise qui certainement te fera sourire. Est-ce qu'on peut mettre la première image? Image. Oh my God! Oh, j'ai envie de pleurer. Non, tu devrais sourire. Oui, c'est ma tante. Ok. C'est tantine Jeanne, c'est ma tante. Vous avez pris la photo là? T'as vu, on a cherché. Vous savez... Elle risque de pleurer là. T'as des clinages juste derrière. Vous avez fouillé pour trouver ça. Waouh! Mais je pensais que mon Facebook, c'est... Ah non, Facebook, c'est juste... Non, c'est privé là. Il y a quelques rares photos qui sont sorties. Tout est sorti. On a encore pire que donc, ça. Donc, tu as les hackers, quoi. Je leur ai dit, cherchez-moi tout, là. Stéphanie, ce qu'elle n'a jamais dit sur sa chaîne, faut qu'elle le dise ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette photo et qui est cette dame? Alors, elle, c'est ma tante. C'est la grande sœur à ma maman. D'accord. Et c'est celle qui m'a ouvert les yeux par rapport à beaucoup de choses. Elle m'a vraiment mis sur la route de l'entrepreneuriat. Quand je dis souvent que j'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans, c'est grâce à elle. Parce que c'est une villageoise illettrée. Elle n'a pas eu la chance de faire les études de ma maman et tout, mais j'ai appris tellement de cette femme. Donc, est-ce que je dois encore raconter l'histoire? Mais tu dois, parce que je sais que l'histoire est très connue, mais tu dis que tu as commencé l'entrepreneuriat à 9 ans. Beaucoup disent, oh, c'est faux, mais comment a-t-elle fait? Donc, peut-être en 2 minutes, pour les personnes qui te découvrent, c'est quoi le contexte? Voilà, c'est quoi le contexte, c'est qui cette dame et qu'est-ce qu'elle t'a appris quand tu commençais l'entrepreneuriat à 9 ans? Alors, cette dame, elle arrive donc en ville, à Douala. On était à Bonamoussadi à l'époque, et puis ça, c'est une photo qui était prise à côté de la cuisine à Bonamoussadi.
Elle vient pour aider ma maman, comme elle le fait souvent. Et à peine elle vient d'arriver, elle disparaît de la maison pendant plusieurs heures. Donc, elle revient avec les lasses le bois sur la tête. Tu vois un peu les morceaux de bois. Là. Elle les met au sol. Et moi, curieuse, parce que c'était un week-end, curieuse, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à attacher, elle fait des lingots de bois, elle attache, elle met au sol. Je suis là, je l'observe, je dis que, les gars du village, là, qu'est-ce qui nous amène encore ici, là? C'est quoi ça? Donc, elle finit de faire ça, après, elle m'appelle. Elle me dit en langue que je veux écrire bois à vendre ici. Est-ce que tu peux écrire ça? Dans ma tête, je dis bois à vendre. Qui veut acheter le bois? Non seulement on est en ville, on a Bonamoussadi. Les Camerounais savent que là-bas, ce sont les cuisiniers, on n'a pas besoin de bois. Mais bon, comme enfant bien élevé et tout, bon, je prends une pancarte, une plaque en bois, je prends la craie, je mets bois à vendre ici. Je me rappelle toujours le même soir, je vais voir ma mère pour lui demander que mais ta soeur là, c'est comment? Elle dit qu'elle vend le bois. Ici là. Moi je la regarde seulement. Ma mère m'a balafré. Hein. Je lui disais à la limite, mais elle m'a balafré là pour me dire un peu de respect. Et la chose la plus incroyable arrive, c'est que un enfant, je pense que c'était le lendemain, il vient cogner au portail. Quelqu'un cogne au portail. Il tape au portail, quoi. Moi, je suis l'enfant qui court partout. Pap, je suis là-bas. Au toit, je suis en bas. Donc, je cours, je suis celle qui peut ouvrir le portail. Je vois un enfant devant moi. Il dit, j'aimerais acheter le bois. Ça ne faisait même pas 24 heures, on avait mis la plaque. Je dis, vous voulez quoi? Il dit, mais où il y a le bois? Il y a le signe du bois. Tu vois, déjà un peu ennuyé là. Je vais acheter le bois. C'est sa maman qui l'a envoyé payer le bois. Il avait 100 francs en main. Je dis, sur le moment, je dis, c'est pas possible. Et je reste là, je pense que j'étais pétrifiée pendant peut-être 6-7 secondes. Et puis c'est là qu'il me pose encore la question du genre, mais vous ne vendez pas le bois ici? Tu vois, le genre après là, je dis, I'm like, it's not possible. Donc quelque chose a dû se passer dans ma tête, j'étais du genre, c'est impossible. Que quelqu'un achète du bois. C'est impossible. Dans le même temps, je me tourne, je rentre à la maison, je suis en train de crier. Maman Jeanne, parce que son nom c'est Tantine Jeanne. Quelqu'un va acheter le bois. J'ai crié à gorge déployée. Et puis là, elle sort de la maison. Et moi, je la suivais derrière. Je suivais tous ses mouvements. Elle accueille le jeune. Tout petit, hein. Au trop, 7-8 ans. Au trop, 9 ans. Il y a les lingots. Service à la clientèle. Au top. Elle dit, il faut choisir, mon fils. L'enfant, là, bon, il prend. Et quand il prend le lingot, il y a une transaction clé qui se passe devant moi. Il lui remet 100 francs. Et il prend le lingot. Il prend... On dit lingot. En tout cas, des morceaux de bois. Des morceaux de bois. Ouais. Et là, sur le moment, Jean-Yves, mon cerveau, c'était sur le point d'exploser. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau Je me dis que... En fait, je dis, mais cette dame du village que j'ai failli traiter de... Je ne dirais pas malade mentale, mais du genre un peu retardée. À la limite, c'est pas elle la stupide. C'est moi le problème. Tu vois, parce que elle vient de nulle part. Elle est arrivée avec 0 francs. Elle vient de faire 100 francs devant moi. Et là, du coup, ça, tu vois, le blocage et tout ça a commencé à tout casser. J'ai commencé à me remettre en question beaucoup. Et à compter de ce jour, j'ai commencé à la suivre. Donc, elle part au champ le week-end. En tout cas, quand elle part au champ, je la suivais. Elle revenait du champ, je voyais comment elle choisissait les morceaux. Elle mettait les morceaux ensemble et tout le reste. Dans la minute où elle est rentrée au village, elle avait peut-être laissé 4 ou 5 lingots de bois. D'autres personnes sont venues demander le bois. Comme ça, j'ai fait mon premier agent gratuit. Mais quand il n'y avait plus de lingots de bois, il fallait remplacer. Clair. En même temps, le même week-end là qui a suivi, j'étais au chat. Ah bon? Tu as récupéré le business en quelque sorte. Oui. J'ai récupéré le business. Ça, je le dis sans bon, j'étais au champ et tout. Et puis, ma maman me voyait faire mes parents. Bon, ça ne leur disait rien. À 9 ans déjà, quoi. Oui. Mais j'aime beaucoup cette histoire parce que ça montre vraiment le cheminement vers la création de richesse. Et ça, c'est important. Tu te disais que c'était impossible, qu'elle était quasiment folle, voilà, pour utiliser ce terme sans l'insulter, de venir en ville pour vendre du bois. Et tu la vois gagner de l'argent. Dans ton esprit,
tu nous as expliqué ce qui se passe, mais quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces personnes qui sont dehors là? Dès que ces personnes entendent un chiffre, tout de suite, elles commencent à être dans l'émotion. Si tu dis que tu gagnes 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, tu as même fait une vidéo, tu as partagé tes revenus, 500 000 euros par mois, oh, c'est pas possible, c'est une menteuse et tout. Parce que pour beaucoup, c'est impossible. Alors que pour créer de la richesse, il faut déjà se dire que c'est possible, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes, les conseils que tu peux donner à ces personnes qui pensent que c'est impossible quand on leur dit on peut avoir telle ou telle chose, ou bien voici comment créer de l'argent? Et 500 000, c'est rien. C'est très peu clair, comparé à ce qu'on fait par mois. Mais la leçon, je dirais, j'ai retenu plusieurs leçons. Une des leçons que j'ai retenues, c'est le fait que ces lingots de bois, elle les ramasse où tout le monde passe. C'est ça. Elle allait à l'époque, comme on était les premiers arrivés à Bonham Sadi, elle allait dans les coins un peu délaissés. Tu vois, un peu comme les maisons d'habitation, tu vois, les terrains avec des... Tout le monde passe là. Elle a vu l'opportunité. Et non seulement elle va créer la richesse là où tout le monde peut créer de la richesse, mais tout le monde néglige. Mais en plus, le fait qu'elle vient du village, elle aurait facilement pu demander l'argent à mon père. On n'était pas super riche, mais on était très loin d'être pauvre. Mon père était directeur de la SNEC. Pour ceux qui connaissent, qui se rappellent, c'est quoi la SNEC au Cameroun. Donc, pourquoi... C'est quoi la SNEC déjà? C'est la Société des eaux du Cameroun. D'accord. C'était le directeur général. C'est l'équivalent en eau d'Eneo. Eneo, c'est pour l'électricité. SNEC, c'est pour l'eau. En effet. Mais non, elle s'est dit, bon, écoute, comment elle a su que les gens allaient acheter le bois? Moi, c'était ça ma question. Parce que tu vas en entrepreneur, on te dit études de terrain et tout le reste. Elle vient à peine d'arriver, se met à ramasser le bois, elle vend. Et tout, tu vois, il y a tellement de leçons importantes à tirer de cette petite histoire. Mais surtout, il faut croire. Il faut croire. Quand quelqu'un vous raconte son idée, comme j'ai fait passer sur la chaîne le Texan, là, Raphaël Njine, qui est milliardaire en dollars, si vous dites que mais le gars était dans une maison où l'interrupteur de chez eux, c'était chez le voisin, c'est-à-dire, pour qu'ils aient la lumière, leur interrupteur, c'était chez le voisin. Le voisin doit revenir à la maison, allumer. Et c'est quand il allume qu'ils ont la lumière. Mais quelqu'un te raconte son histoire comme ça. On a des exemples au Cameroun, quand les photos, ils ont commencé à vendre des arachides. Pourquoi tu ne crois pas? Ça te coûte quoi de croire? C'est gratuit. Laisse-toi au moins inspirer par l'histoire des gens. Parce que tout commence par une inspiration. Et tout commence en enlevant des blocages, un peu comme c'était le cas pour moi à 9 ans. Exact. J'ai carrément retourné le miroir où je me suis dit, c'est toi la stupide. Ne traite pas les autres de limités dans leur tête. Si c'est que toi, tu as mis un ceiling, c'est que tu as mis des limites dans ta tête, assume-les. Mais au moins, permets-toi de te dire que c'est faisable qu'une villageoise vienne, et cette villageoise étant ta tante, parte de rien et fasse l'argent. Et même justement, en partant, quand elle est rentrée au village, je me rappelais toujours, mon père lui a proposé de l'argent. Elle lui a dit non, merci. Elle lui a dit non, merci. C'est rare, ça, quand même. Oui, elle lui a dit que non, donc, merci, c'est bon. Elle avait un mindset très différent. Oui. Donc, tu vois, les gens du village, c'est pas mal les gens du village, ça dépend du mindset. Ça dépend du mindset. Donc, on peut être partout, même au village, et puis avoir le bon mindset, et puis ça va se faire de l'argent. Tout à fait. Donc, ça, c'est le déclic se passe là, et tu te dis, bon, là, il y a quelque chose à faire. Et comment donc tu embrasses, tu as 9 ans, qu'est-ce qui se passe ensuite, après, jusqu'à ce que tu te retrouves aux États-Unis? À vrai dire, il n'y a que mes abonnés qui savent ça. À vrai dire, j'ai lancé le premier business à 7 ans. C'est ma maman qui me rappelle parce que moi, je pensais que j'avais fait des affaires de cartes. Attends, tu as fait un business avant celui-là? Oui, c'est ma maman qui me rappelle ça. J'ai fait une vidéo dessus même. Ah bon? Parce que c'est elle qui me dit que non, c'était pas 9 ans. Arrête de dire aux gens c'était 9 ans. C'était à 7 ans que tu as commencé. C'était quoi le business que tu lançais? C'était les cartes. Et j'ai gardé ces cartes-là. Les cartes que je faisais à la main. D'accord. C'était en décembre. Dans les cartes, les vœux, de trucs de vœux et tout. Puis je me baladais, puis je vendais. Je pouvais vendre en moyenne 1000 francs. L'équivalent de 1000 francs par jour. D'accord. Tu vois, après 2 semaines, quand même, pour 7 ans, c'était beaucoup d'argent. J'imagine. Tu vois, après 2 semaines, j'avais quoi, 15 000 francs. À l'époque, c'était énormément de l'argent. Donc, c'est pas rien. Mais tu avais cette fibre-là parce que tes parents t'y avaient préparé ou c'était juste naturel? Je ne sais pas. Je ne veux pas prétendre que je sais. Mais je sais que j'ai développé avec le temps une obsession pour résoudre les problèmes. D'accord. Donc, je ne sais pas. Ça me rappelle une interview que j'ai eue, ça fait très longtemps, quand la chaîne venait de démarrer, où Ariane disait justement que ça doit venir de quelque part. Maintenant, d'où, franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Okay. Peut-être c'est né, hein. Peut-être c'est né comme ça. Peut-être que... je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Ça fait poser une question intéressante. Il y a beaucoup qui vont dire on est entrepreneur.
C'est que les entrepreneurs à succès, c'est forcément des gens qui ont des prédestinations depuis leur naissance. Et que du coup, il est compliqué de devenir entrepreneur si on n'est pas né comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on a des deux. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent entrepreneurs malgré eux, selon les circonstances. Et je pense que ça peut s'apprendre. C'est une manière de faire, une manière de voir qui peut s'apprendre. Exact. Bon, c'est vrai que quand on prend les exemples de milliardaires, là, ce sont des gens qui ont commencé très tôt, que ce soit Dangote, Warren Buffett, Bill Gates, ils ont commencé très tôt. Mais on a d'autres exemples de personnes qui, en face de certaines circonstances, n'ont pas eu trop le choix que de créer la solution des problèmes qu'ils avaient. On a la dame de Spanx, celle qui fait des collants et tout, là. La nécessité vient du fait qu'elle cherchait des collants d'hiver qui puissent la tenir et ne descendent pas. Et il n'y avait personne sur le marché. Donc, elle part dans les manufactures en Asie, elle se rend compte que c'est peuplé, il n'y a que des hommes qui font ça. Elle se dit, mais écoute, ils le font pour l'argent, mais they don't care. Ce n'est pas un problème qu'ils vivent dans eux. Donc, c'est comme ça qu'elle lance sa compagnie. Son nom, c'est Sarah Blakely. Je cherchais le nom de famille. C'est comme ça que Sarah Blakely lance sa compagnie. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Donc, on peut devenir entrepreneur. Hein. Ce n'est pas inné, on trouve un peu de tout, quoi, dans le milieu entrepreneurial. Exact. Ouais. Donc, on va continuer dans ton histoire. Qu'est-ce qui se passe après les 9 ans? Quand tu gagnes de l'argent, bon, on ne veut pas savoir ce que tu faisais de l'argent. Tu continues tes cours au Cameroun. C'est en quelle année que tu pars aux États-Unis et pourquoi? J'ai quitté le Cameroun en 2005. Ok. Ça fait longtemps. Hein. Waouh. Tu es encore jeune, t'inquiète pas. Tu es encore très jeune. Mais je parle jeune, donc... Tu es encore très jeune, t'inquiète pas. 2005, 18-19 ans, quand même. Ouais, j'étais adolescente et tout. Et je pars parce que je vais faire mes études en entrepreneuriat, mais plus la partie finance. D'accord. C'est un truc que j'avais remarqué que je n'excellais pas dans ça. Pourquoi? Tu étais très dépensière avant? Pas vraiment, mais j'étais dépensière. Je ne dirais pas très dépensière, mais je ne savais pas alloquer, how do you call that? Allocate? Allouer. Yeah, allouer. Je ne savais pas bien allouer l'argent. Donc, par exemple, s'il y a des bénéfices, l'argent repart où? C'est réinvesti où? Comment? Quelle proportion? Donc, il me fallait l'avis d'après ce que je pensais là, de professionnels sur le terrain. Donc, je pars plus à l'école pour me former dans la finance d'entreprise et ce genre de choses. D'accord. Ouais. Et comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça va. On se plaint pas. Mais aujourd'hui, tu fais absolument pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, ce qui est bizarre, c'est que j'ai fini mes études. J'ai l'équivalent d'un bachelor, l'équivalent de la maîtrise. Ok, bac plus 4, on va dire. C'est ça. Donc, j'ai fini mes études bachelor. Je me balance en banque parce que j'ai une formation finance. Et banque, là, il y a longtemps, tu aimes tous où il y a l'argent, en fait. Quand je vois les dollars, là, je n'aime pas le franc CFA, c'est nous insulter, on se comprend. Quand je vois le dollar ou le yen, là, ou le euro, le cœur de quelqu'un. Donc, bon, là, je me lance dans la banque et puis c'est plat. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est plat. J'ai même failli, j'ai frôlé la dépression, je dirais. Ah, c'était mauvais. Parce que tu étais salarié ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais salarié. Ah bon? Oui, c'était. Et puis, je travaillais également dans le domaine de... J'ai touché un peu de tout, mais j'ai plus duré dans le domaine de la fraude. Ah. La fraude, c'est... On te donne des portfolios de clients qui ont des millions à gérer. Il y a des pertes, des trucs de fraude. Il y a des... C'était quelque chose. Il faut des nombres parce que si... tu gères mal le portfolio du client, si tu bloques les cartes dont il a besoin, on perd le client, il balance tout son argent d'une banque à une autre. C'est ça. Et tu viens de faire perdre des millions à la banque. Donc, c'était assez stressant quand même. C'était stressant, pas assez. C'était très stressant comme boulot. C'était bien, mais dans le même temps, tu sais, il y a cet appel-là, ce vide. Oui, tu fais bien ton boulot, tu es récompensé, mais après quoi? On va demander c'est quoi le bilan de ta vie sur Terre. J'étais un très bel agent anti-fraude à la banque. Et puis, c'est quoi ta contribution en tant qu'Africaine qui vit à l'étranger, tu vois? Et c'est là où j'ai un peu plus ou moins commencé à me perdre, surtout que, bon, je faisais quand même assez bien l'argent, j'envoyais l'argent en Afrique. Les parents sont contents, hein, tu vois, les parents sont contents, mais dans le même temps, je me perdais. Tu te perdais. C'était le boulot dodo. Je n'avais même pas de vie extérieure. J'avais peut-être ma vie avec mes meilleurs amis autour,
Mais c'était plus boulot, dodo, quoi. Et à quel moment le déclic se passe et que tu décides de te lancer peut-être dans un premier business? Oui. 2012, accident de voiture à Montréal. Oui, tu me l'avais dit. J'ai un accident de voiture avec la voiture de ma sœur. Quelqu'un me rentre dedans. Je venais de prendre ma mère, la déposer chez son ami, je revenais. Et là, un carrefour, quelqu'un me rentre dedans. J'ai juste entendu le bruit du fer, de l'acier. C'est tout ce que je me rappelle. Ah bon? Tu avais même perdu connaissance? Non, pas connaissance, mais genre, c'est le seul déclic que j'ai. Le temps de réaliser. Heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais le temps de réaliser, mais je suis sortie d'une torpeur. Mais les jours qui ont suivi, c'était une succession de décisions que j'ai prises. Parce que je me suis dit, bon, rien n'arrivant pour rien dans ce monde-ci, peut-être c'est une manière de l'univers de me dire, hey, toi là, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas mal. Tu as une très bonne position à la banque pour ton âge. Je suis quand même dans la petite vingtaine et tout. Bon, tu fais du bon argent. Je touchais quand même bien. Comme quelqu'un qui est dans la trentaine, la quarantaine. Tu peux nous dire, hein? Tu sais, ici, on parle des chiffres. Sans complexe. J'ai des collègues, là, parce que j'étais bilingue. Donc, je faisais plus. Il y avait aussi les commissions derrière. Mais, donc, je sors de cet accident-là avec ces leçons-là. Et même pas 2 ou 3 semaines après, je lance Kick Loans, mon business en microfinance. Donc, c'est le premier business vraiment que tu lances aux États-Unis, Kick Loans. Oui. Non, ça, c'était à Toronto, par contre. Parce qu'à l'époque, je vivais à Toronto. Donc, je suis allée à Montréal, je suis revenue sur Toronto et tout. Cette partie-là, je ne savais pas. Tu vois que tu dis de nouvelles choses. Ah, tu as vécu à Toronto? J'ai vécu à Toronto. D'accord, je ne savais pas ça. Pour moi, c'était New York. Non. J'ai vécu parce que j'ai fait mes études à l'UQAM à Montréal. D'accord. Après ça, je suis allée à Toronto. D'accord. Oui. Donc, je lance mon business microfinance, qui sont les prêts à certaines personnes en Tanzanie. C'était en Tanzanie. C'est ce qui m'amène en Tanzanie. Pourquoi la Tanzanie? Pourquoi lancer? Je cherchais des partenaires africains. D'accord. Et pour ce faire, c'est les qualités de la personne qui m'intéressaient le plus. Donc, dans mes recherches, je tombe sur David, qui est paru sur la chaîne en 2020-2021, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, que je textais même là tout à l'heure, qui a un parfait profil pour être mon partenaire. OK. Et puis, bon, il est tanzanien, il vit à Dar es Salaam, il a des connexions à Morogoro et tout le reste. Là, et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas? Parce que c'est la personne qui m'intéresse. Et puis, bon, il n'y avait pas de barrière de langue et tout le reste. Et puis, il est passionné par tout ce qui est poverty relief. OK, donc du coup, c'est en Tanzanie que je lance. Et ça se passe comment, ce business? Tu as eu besoin de combien pour te lancer dans ce business? À l'époque, j'ai pris toute mon épargne. Je pense que j'avais épargné l'équivalent de 70 000 $. D'accord. Donc, je prends toute mon épargne et je lance le business. OK, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? Tu donnes des prêts à des personnes dans le besoin. C'est ça. La microfinance, c'est quoi? C'est qu'on va cibler des personnes bien précises, surtout les femmes. Et je vais tirer mon chapeau ici aux femmes, OK? Les femmes, pourquoi? Parce que de manière statistique, donc c'est pas un choix basé sur le genre. C'est un choix pragmatique. On se rend compte que quand la femme a $1, 87% de ses revenus sont réinvestis dans la famille. C'est ça. Contrairement à l'homme, 20%. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je vais tout dire. Non, pas du tout, mais on prend bien soin de la famille quand même. Attends, ce sont des faits. Jean-Yves, moi, je suis business person. Je ne veux pas venir donner l'argent parce que le but, c'est pas juste de prêter, c'est qu'on veut voir cet argent avoir un impact. Parce que les femmes remettent dans l'éducation, dans la nourriture, bref, ça revient dans la maison. Les hommes dans la voiture, les hommes dans les femmes, dans tout ce qui est dehors, là, qui n'aide pas. Donc, tu as raison, juste parce que tu es l'invité. Non, mais ce sont des faits en Afrique, malheureusement. Mais bon, dans le même temps, on a approché ça de manière pragmatique. Ce sont les données qui parlent, c'est rien d'autre. Parce que je voulais pas prêter l'argent aux hommes. Et la preuve, on a eu quand même certains hommes. Au départ, on en a eu 3. Beaucoup de misère qui remboursent l'argent. C'est ça. Un peu plus de difficultés. Les femmes étaient très surtout que ça touchait aux enfants et tout. Elles étaient très concentrées, on va dire ça. Bon, désolé pour les hommes, mais bon, on espère qu'on aura des hommes un peu plus conscients dans le futur. Hein. L'homme pourra vous prêter autant d'argent, si possible. Des hommes comme moi. Comme Jean-Yves, en effet. Exact. Et donc, ce business, ça se passe, tu l'as toujours jusqu'à maintenant? Ou... Non. Alors, en 2000... C'était en quelle année, là? 2015, 2016? Non, 2016, parce qu'en 2015, je gagne le prix. Dans 2016, là, je laisse les rênes à d'autres... C'est une entreprise canadienne basée à Toronto.
aux Canadiens. Et puis là, je saute dans notre business. D'accord. Wow. Qui est Frodo. Frodo, explique un peu. Donc, je n'en ai jamais parlé. Oui, c'est ça. Frodo, c'est quoi? Frodon, en fait, c'est tout. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai tendance à me lancer dans les business où il y a l'argent. Ça touche à l'argent et tout. Donc, en fait, on a commencé Frodon comme étant une plateforme qui voulait aider les entrepreneurs à lever des fonds pour leur business. Dans ce qu'on appelle micro-lending platform. Donc, les gens qui veulent aller peut-être à Kickstarter, lever les fonds, ce genre de choses. Et puis, à la fin, on est devenu cette plateforme. Mais, on s'est rendu compte, le but, c'était de se concentrer sur les entrepreneurs africains. Okay. On lance la plateforme. C'est vrai qu'à l'époque, mon réseau, j'étais déjà à l'ONU. Dans mon réseau, c'était plus beaucoup d'Occidentaux. Donc, je lance la plateforme. À l'époque, quand Twitter, on avait les chats sur Twitter et tout, je fais la promotion. Et on a beaucoup d'entrepreneurs occidentaux qui viennent. Donc, je dois chercher personnellement des Africains, des entrepreneurs africains. Ils sont surtout au Nigeria, au Kenya, Cameroun également. Un peu, ouais. Je les ramène. Et on lance la plateforme. C'était quand même une plateforme un peu comme Kickstarter. On lance la plateforme. Les entrepreneurs occidentaux, en moins d'une semaine, raise the funds. Et les Africains, qu'est-ce qui se passait? Ils restent à la traîne. Pourquoi, selon toi? Ils restent à la traîne. Je pense que c'était un problème de communauté. Les Occidentaux sont plus prompts à investir dans eux. Tu vois, il y a ce côté investissant dans nous. Tu sais que quand tu lèves les fonds sur une plateforme comme Kickstarter, les premiers 30%, souvent, c'est très recommandé que ça vienne de ta communauté. Exact. Ouais. Avant que other people can actually chip in. D'autres personnes peuvent venir contribuer. Les Américains, Australiens, ils n'ont pas eu de problème. Hein. Rapidement, les 30%, ils ont atteint. Ils ont levé les fonds. L'Africain peinait 5%, 8%. Je pense que le meilleur qu'on a eu, c'est l'artiste... il y a un qui faisait les dessins au ball pen, là. Okuno, qui est très connu au Nigeria, qui a peut-être atteint peut-être 10%. 10% versus 30% ça pour allait les très bien non-africains, de l'autre ça côté. va. Et est-ce que tu penses que c'est parce que il y a eu pas mal de fraude ou d'arnaques aussi dans la communauté, du coup ça crée beaucoup de méfiance quand il s'agit de l'argent, ou il y a tout simplement beaucoup de pauvres aussi dans la communauté, donc des gens qui n'ont pas d'argent? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de fraude. L'Africain a tendance à grossir ce qui est mauvais. C'est ça. Tu vois, tu fais 10 choses de bien, une chose de mauvaise. C'est là, une chose de mauvaise là qu'on va grossir, là, comme s'il y a eu 10 choses de mauvaises. Ouais. Donc, s'il y a une arnaque, on va en parler comme si ce n'est que ça, ce n'est que les réalités de l'Afrique. C'est pas qu'en Afrique qu'il y a en effet, c'est partout. Tu vois, donc il y a ça, mais également le pouvoir d'achat. Bon, je dirais peut-être avant à l'époque. Hein. C'était en 2016 qu'on a lancé ça. Maintenant, les Africains ont un plus gros pouvoir d'achat. Et bon, il y a cette confiance en nous qui commence à renaître, on commence à se faire confiance encore les uns les autres, quoi. Et ça commence à venir, quoi. Donc, un peu. Comment tu te sens, du coup, quand tu lances tout ça? Et c'est à quel moment tu décides de laisser le salariat, au final, de te dire, bon, là, je quitte le salariat? Est-ce que c'est quand tu vois des revenus clairs, limpides de ton business, donc tu dis, OK, now I can leave my job? Ou bien tu quittes, tu claques juste la porte sans savoir ce que tu vas faire après? Parce que Quick Loan, c'est des prêts. Je suppose que ça prend du temps. Et comment tu gagnes de l'argent avec ça, d'ailleurs? Ça, c'est une autre question. Donc, voilà. C'est à quel moment tu dis, bon, je suis rassasié, je suis fatigué. Laisse-moi boire un peu d'eau. Tu veux qu'on rajoute? C'est bon. En fait, avant, j'avais quand même assez d'épargne. D'accord, OK. Donc, c'était pas vraiment un gros souci. Le plus important, c'était de me rassurer que le business model fonctionne. D'accord. Tu vois, on a créé en 2012. J'ai quitté la banque en 2013. Et j'ai aussi quitté à cause de l'ONU, vu que j'étais appelée de ce côté-là à New York. Et à cause un peu de mon chéri aussi. On va en parler. On va en parler parce que ça, là, c'est la partie intéressante arrive. Il y a des choses qu'il faut que tu nous dises aujourd'hui. Un mélange un peu des deux et D'accord. tout. Donc, c'était un peu un mélange de tout, mais j'avais quand même, how do you call that, a caution. J'avais a caution. Un avertissement? Un coussin de... Ah, un coussin, OK, un coussin. Oui. Un matelas de sécurité. C'est ça. Donc, c'est pas comme si je me lançais et puis je ne savais pas où je partais. Donc, il y avait quand même cette liberté de dire, même si ça ne réussit pas, j'ai quand même un peu d'économie sur le côté pour survivre même 1 an. Sachant que je ne suis pas très dépensière. D'accord. Et, ça, c'était avant? C'était avant. C'était avant, on va en parler. Donc, à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui salariées, qui veulent quitter leur boulot pour se lancer dans l'entrepreneuriat,
ou tout simplement des personnes qui veulent lancer des business dans leur début, si tu as 3 conseils à leur donner, quels seraient ces conseils? Qui veulent quitter le salarié? Qui veulent quitter les salariats principalement et se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça, mais qui sont tétanisées par la peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon business va marcher? Est-ce que je vais pouvoir tenir la route? Voilà. Donc, quels sont les conseils que toi, de par ton expérience, tu peux leur donner? Je dirais déjà que la peur, c'est le premier frein dans la vie. Hein. Matter of fact, on est très contrôlé par notre peur. Quelqu'un qui peut t'injecter un peu de peur te contrôle. 100%. Ce que les Occidentaux font très bien. Exactement. Donc, déjà, se débarrasser de ce mindset de peur, ça nous limite plus qu'autre chose. OK? Maintenant, je ne demande pas d'être des kamikazes non plus. Hein. Que Stéphanie de se débarrasser de la peur, tu laisses tout tomber et tout. Mais une fois que tu as ce mindset qui voit plus les opportunités ou les délimitations, ça va ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses. De un. De deux, c'est important de tester. Il faut tester les eaux avant de faire quoi que ce soit. Souvent, les entrepreneurs vont se lancer dans quelque chose parce que it's trendy. C'est ça qui est en tendance. C'est ça, mon ami a fait, j'ai vu que ça marche. Donc exactement, moi je vais faire. Alors que peut-être j'ai pas... Et tu as laissé ton boulot. C'est ça. C'est vrai que tu as peut-être 6 mois d'épargne là, mais tu t'essayes, ça ne marche pas là. Maintenant, tu es sans boulot, le business ne fonctionne pas. Donc, très important, il faut toujours tester les eaux pour te rassurer. Est-ce que le business dans lequel je vais me lancer, c'est un business qui peut fonctionner? Si oui, c'est bon. Maintenant, par rapport aux revenus, il faudrait que le business, je ne dirais pas te rapporte plus que ce que tu fais, mais je dirais qu'il faut que le business, comment expliquer ça? Il faut qu'il y ait une certaine balance entre les tendances du business, dans les potentialités que le business te rapporte plus et le temps que tu mets dans ce business. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sacrifient le travail pour le business. C'est ça. Alors qu'il faut apprendre à balancer les deux. Donc, tu finis le travail, tu vas dans le business, tu vis le business à 100% du business, tu rentres dans le travail, et l'un ne doit pas affecter l'autre. Souvent, c'est une période de transition très difficile, surtout pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y faire, mais il faut juste se dire que les meilleurs jours sont devant, quoi. Tu es là, tu vas travailler, tu vas bosser 6 mois, 1 an, 2 ans, mais après, une fois que tu lâches le boulot, au moins tu lâches le boulot, tu es sûr que le business que tu veux lancer, c'est un business sûr. Sûr, ouais. Exact. Merci pour ces conseils. Ouais. On va ouvrir un autre chapitre de ta vie. Ah, yeah. On va regarder l'écran encore. J'ai une autre image pour toi. Aladji. Ah, voilà. Ça a commencé. Aladji. Bon, on sait tout ce qu'il sait. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Tu peux nous expliquer dans quelles conditions tu le rencontres et surtout, comment ça se passe, en fait? Comment tu te sens de rencontrer l'homme le plus riche d'Afrique? Je t'ai dit que le jour, là... Comment c'était? Pas qu'on dit que mon cœur a fait boum, boum, boum. En fait, il y a une session... ça, je pense, c'était en 2000... Je venais d'accoucher de mon premier. 2016, je 2016, pense. Ouais. 2016, André, ça a été une année pour toi. Hein? Oui, oui. Okay. Oui, beaucoup. Donc, il y a une session de travail à l'ONU. D'accord. C'est sur le thème de l'éducation, l'entrepreneuriat et tout le reste. Bon, je ne vais pas me jeter les fleurs, mais quand on parle d'entrepreneuriat à l'ONU, d'habitude, quand on va appeler quelqu'un, il y a moi et une autre Nigériane qui est très connue sur la scène également à l'ONU. On a tendance à nous appeler pour ces sessions-là. Parce que vous avez un speech franc? Oui, bon, on a laissé les traces. Hein. On a des business qu'on peut retracer. On a des business qu'on a amenés, par exemple, à l'ONU qui ont eu à faire des témoignages, ce genre de choses. Super. Donc, on me dit de venir. Bon, j'assiste parfois aux conférences. Donc, je connais le speech. Ce sont les bureaucrates. Voilà, l'entrepreneuriat, l'éducation, c'est important d'inclure ça. Donc, je me fais asseoir. Et quand on se fait asseoir, parce qu'il faut comprendre que ça, c'est la salle EcoSoc. Dans la salle, il y a niveau et niveau. Il y a le niveau du bas. On a on peut aller facilement vers les invités. D'accord. Le niveau du haut, les escaliers qui montent, c'est bloqué. C'est ça. Donc, souvent, ceux qui parlent, on va nous mettre en bas avec nous, non. Donc, moi, je descends, comme d'habitude. Je suis assise. Je regarde dans la salle pour voir s'il y a des gens que je reconnais et tout. Après, 15 minutes avant que ça ne commence, je vois l'ancien premier ministre de l'Angleterre entrer. J'ai oublié son nom. Mince, grand comme ça, avec des cheveux blancs et tout. J'ai carrément oublié son nom. Moi, je ne le suis pas, mais Tony Blair. Oui, Tony Blair, c'est ça. Tony Blair, Tony Blair. Oui. Donc, je le vois rentrer. Est-ce que c'était lui? But anyway, one of them. Oui, c'était Okay. un de ces Anglais. Donc, je le vois rentrer. J'ai fait du genre, OK.
Intéressant. Après, derrière lui, je vois Jack Ma rentrer. Ah. Il était là. Il était là aussi. Je vois Jack Ma rentrer. J'ai dit, attends, il y a quelque chose, je ne comprends pas. Je prends la fiche, parce que souvent, on va lister le nom des invités, le nom des gens. Je me mets... Tu sais que c'est Aliko Dang. Donc, on met souvent par ordre truc. Ok. Donc, je regarde le nom je regarde le premier, le deuxième nom, je vois Aliko Dangote. Je dis, oh my God! Je n'ai pas envie de dire ça, je regarde, je le vois entrer. J'ai failli devenir folle. Ah bon? Non, mais de l'intérieur, j'étais j'étais posée, souriais, mais à l'intérieur, là, oh, de l'extérieur, j'étais, dedans, j'étais genre, oh my God! Mais qu'est-ce que tu t'es dit, quoi? Je vais devenir riche tout d'un coup? Qu'est-ce que tu t'es dit? Non, pas du tout. C'était, tu sais que c'est un exemple, c'est une référence quand même en Afrique. Donc, de l'intérieur, boum. Et moi, j'avais préparé mon speech, hein, parce qu'on nous donne certaines minutes. Donc, j'avais mis les point 1, point 2, point 3, bon, le blablabla habituel, là. On les connaît, là. Nos amis de l'ONU. Je le vois comme ça, je prends mon speech, je déchire ça. J'ai dit, ici, là, le père, là, il doit remarquer que Stéphanie Mbida est dans la salle. Je te promets, je te promets. J'ai déchiré, j'ai pris un papier, je suis allée dans les statistiques et tout. Bon, comme les hommes d'affaires, on n'est pas trop dans, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et donc, quand je déchire mon papier, je le mets de côté. Quand on me donne la parole. Ah non, je te dis que j'ai tué. Pas qu'on dit que j'ai tué ça. Tu as tué ça, tu as fait quoi? Tu as dead ça? Non, j'étais pas. Tu avais parlé sur quoi? Bon, j'ai pris les statistiques. D'accord, sur. Et j'ai parlé du fait que à l'école, on nous apprend pas à faire de l'argent. Ah ouais. Parce que le thème, c'était l'éducation. D'accord. L'éducation et l'entrepreneuriat. J'ai dit, mais bon, moi, je me suis toujours posé la question de savoir. J'ai fini mon baccalauréat au pays. Tout mon cursus, on me dit que tu pars à l'école pour faire l'argent. Moi, on m'a jamais appris comment me payer $100 ou 100 francs CFA. Tu vois? Et en termes de statistiques, j'étais allée chercher les statistiques rapidement sur mon cellulaire. Pam, aligné. Est-ce que l'éducation, justement, fait le rôle que l'éducation devrait avoir? Un truc. Et souvent, quand je finis, les gens... Oui. Et tout ça, mon regard passe rapidement dans la salle. Je vois Dangote me regarder. L'œil brillant, dire, c'est qui la petite là? Il dit, le père, je suis là. Tu m'as regardé? Tu revis le moment, moment. Je dis que le père m'a regardé. Ok. J'ai dit, bon, après ça, là, c'était déjà la porte ouverte. D'habitude, souvent, ça, c'est un petit tip que je donne. Quand vous voyez les personnalités, idéalement, il faut les rencontrer avant. Avant, oui. Pas après, parce qu'après, ils sont pressés, c'est tout le monde qui court vers eux. Donc, quand vous les voyez rentrer, si vous avez l'opportunité d'avoir accès à eux, faites-le toujours avant. Ils sont plus ouverts. Et dans le speech, parfois, il peut te donner les cartes et tout. Surtout ceux qui n'ont peut-être pas toujours l'opportunité d'être au milieu de certaines célébrités, quoi. Ok. Donc, là, c'est après, quand même, tu prends la photo. Là, c'était un autre jour. Là, c'était après. D'accord. Donc, parce que après, quand je l'ai vu, on on était sur le point de commencer, il fallait que j'arrange notre speech. D'accord. C'est le plus important, c'est le discours. Parce que c'est le moment où on va te regarder, on va t'écouter et tout le reste, quoi. Donc, ouais. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que, bon, t'as pas le temps de discuter, c'est can I take a picture? Et puis, je peux prendre une photo, et puis forcément, est-ce qu'il échange quelques petits mots avec toi? Ouais, on a un peu parlé. On va dire ça. Toi, il t'a dit quoi? Oh, donne-nous les sons. On a un peu parlé. On va laisser ça comme ça. On a un peu parlé, on a un peu échangé et tout. Et puis, le féliciter pour le travail qu'il fait et tout. C'est bien. Tu parles beaucoup d'ONU, tu prends des prises de parole là-bas et tout. Pour toi, pourquoi penses-tu que déjà les Africains, on n'est pas assez représentés là-bas? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte finalement dans ton aventure entrepreneuriale d'être là-bas? Beaucoup de choses. Déjà, la plupart des gens qui partent à l'ONU, c'est pour commander un travail. C'est ça. Et les Africains, on n'est pas beaucoup. Le nombre commence à grandir. Surtout ma copine nigériane qui ramène beaucoup de ses frères à l'ONU. L'entrepreneur, on est perçu différent. Et les bureaucrates, oui, parce que la plupart de ceux qui rentrent à l'ONU, c'est des gens, vous n'avez pas un boulot, je cherche du boulot, ils veulent travailler à l'ONU. Nous, on est des créateurs d'emplois, on n'a pas besoin d'eux pour survivre ou bien pour bien vivre. Et très souvent, c'est important pour l'entrepreneur d'être au milieu de la table parce que ceux qui ne connaissent pas les SDGs, je les conseille d'aller regarder. Ce sont des goals, Sustainable Development Goals. Il y en a 13, si je ne me trompe pas, 13 ou 15. Et parmi ces 13 ou 15, moi, souvent, je couvre le côté numéro 8, qui est Economic Growth. Donc, tu peux peut-être mieux expliquer. C'est quoi? C'est des objectifs qui sont donnés? Ce sont des objectifs donnés d'ici 2030. Exact. Pour que on puisse tacler certains problèmes selon les sous-catégories dans lesquelles on les a mises. La sous-catégorie numéro 8, c'est Economic Growth. Et également, sous-catégorie numéro 2 ou 1, si je ne me trompe pas bien, c'est Poverty Relief.
Donc, souvent, c'est ces deux catégories que je couvre. Si vous ne parlez pas anglais, là. Non, vous avez chaud aujourd'hui. En fait, c'est parce que j'étais en face de moi. Donc, tu sais que moi, je peux comprendre. C'est parce que j'étais en face de moi. Il faut que je pense aux autres également. OK. Donc, poverty, la pauvreté, sortie de la pauvreté. OK. Et puis, croissance économique. D'accord. Et souvent, ils vont parler de ça, ils vont mettre de côté des choses ce qui est le backbone, ce qui est la moelle épinière même de l'économie. On parle pas d'entrepreneuriat, ils parlent de création d'emplois et tout. Et moi, j'aime souvent leur rappeler qu'il n'y a aucun gouvernement dans ce monde qui a trouvé de l'emploi à tous les jeunes. Exact. Il n'y en a pas, de un. De deux, c'est important de pousser l'entrepreneuriat, peut-être au même titre que les autres, voire même plus pousser l'entrepreneuriat qu'autre chose, parce que l'entrepreneur, déjà, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi pour lui. OK, donc vous, ça vous aide, vous êtes dans la vie que vous voulez aider les jeunes à sortir de la pauvreté ou de la précarité. Mais également, l'entrepreneur crée de l'emploi pour d'autres personnes. Exact. Donc, il y a une valeur multipliée derrière. Donc, on vous parle vraiment d'un impact, du vrai impact. C'est moins d'efforts et c'est une piste que si on se permet quand même d'explorer et c'est une piste qui peut avoir de l'impact. J'aime bien souvent prendre l'exemple des États-Unis où je suis, parce que vu que c'est à l'ONU de headquarters, les gens, je dois arrêter de penser en anglais. Quand je te vois, je pense anglais. Like, people relate a lot to that. Tu vas mettre le sous-titre après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens connectent mieux. C'est ça. Étant même à New York, parce que pour la première fois, quand les gens arrivent la première fois à New York, ils sont là, waouh, on va dire que votre waouh, là, 60% des emplois donnés aux Américains, ce sont les entrepreneurs. Exact. Imagine si le gouvernement avait négligé ça. Tu vois, donc, c'est important de mettre l'entrepreneuriat au milieu de la salle, parce que souvent, quand on voit ONU, les gens ne connectent pas ça à tout prix à l'entrepreneuriat, alors qu'il y a un lien direct. Direct. On parle de pauvreté, on parle de ceci, mais quelle meilleure solution que l'entrepreneuriat pour le faire? Et Kik Lund, justement, qui m'a ramené à l'entrepreneuriat, c'était le bon exemple. Parfait exemple. Quand même passé pratiquement 5 ans dans Kik Lund, où tu vois l'impact de l'entrepreneuriat dans la vie de personnes. Quelqu'un parti d'un état de « je ne peux pas manger » à un état de « oh, je construis ma maison à 2 chambres », par exemple. C'est bien. Ça fait toute la différence. Et est-ce que tu penses finalement que la seule voie de sortie de la pauvreté pour l'Afrique, ce serait l'entrepreneuriat? Je dirais que c'est la voie principale. Peut-être pas la seule voie, mais je dirais la voie principale. Et comment ça se ferait alors? La transformation. Quand on dit transformation, c'est pas à tout prix dans le bien. La transformation de valeur. Tu prends quelque chose de rien et tu transformes ça à quelque chose d'important. Notre société est régie par des lois très simples. Celui qui crée le plus de valeur est la personne la plus riche. On va prendre les plus gros business, que ce soit les Uber, les Facebook, les Google, c'est eux qui créent le plus de valeur. C'est ça. Et je pense en Afrique, et je pense que ça, c'est surtout toi, ta ligne éditoriale, il y a tellement de problèmes qu'il y a tellement d'argent à se faire ici. Il y a trop. Franchement, moi-même, tu as juste le vertige. Ouais, tu as juste le vertige. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Et pour moi, c'est la clé. Ce n'est pas... Bon, certains m'ont dit oui, un des. Pour moi, c'est la seule. Hein. Bon, après, j'ai catégorie pour moi. Voilà, it's number one, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, les États-Unis sont ce qu'ils sont à cause de l'entrepreneuriat, tu dirais? Oui. Oui, primordialement. Bon, maintenant, les Américains ont une manière bien précise de raconter leur histoire à eux. Maintenant, si on regarde ça de manière qui ne soit pas biaisée, on va clairement voir que l'essor aujourd'hui aux États-Unis, encore plus maintenant qu'avant, hein, c'est dû aux entrepreneurs. Tu arrives à New York, les gratte-ciel, c'est qui? C'est des entrepreneurs. C'est Trump, tu vois, voilà, c'est les entrepreneurs qui sont derrière, que ce soit même la malbouffe. Ce sont les entrepreneurs. Dans tout ce qu'il y a de bien ou de mal, ce sont les entrepreneurs qui sont derrière. Et c'est eux qui ont fait le rayonnement des États-Unis aussi à l'étranger. Quand tu prends McDonald's, tu prends Ford, tu prends toutes ces marques-là. Et si on parle même du côté de Hollywood également, ce sont les entrepreneurs qui vendent l'Amérique et tout. Ce sont des entrepreneurs à travers les films et tout. Donc, en tout cas, c'est pas pour rien que tu pousses tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Chercher l'argent. Chercher l'argent, c'est important. Tu partages beaucoup d'idées de business sur ta chaîne. D'ailleurs, on va parler de YouTube. Comment tu commences? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et plein de choses. Il y a des petits potins quand même. Parce que tu as sorti des vidéos là, il faut qu'on en parle. Mais déjà, de toutes les idées de business que tu as pu donner sur ta chaîne, pour quelqu'un qui se lance en Afrique, quelles sont les 3 grandes idées ou bien les 3 idées que quelqu'un peut lancer
sans argent ou avec un petit budget? Il y en a tellement. Ah oui, donc il faut nous dire Il y a trois. le premier auquel je pense là, et un des collaborateurs avec qui je suis venue, c'est un très bon exemple. Le négoce. Tu mets 2 parties, tu connectes 2 parties, tu prends tes commissions. Tu n'as pas besoin forcément de... Juste un cellulaire, C'est tout. Ouais. c'est tout. Non, mais Et quand être ils disent bon. ça, là, les gens, comme ça fait pas. Non, Ça non, fait pas bien dans leur tête. Écoute, tu as besoin de quoi? 0 francs. Bon, peut-être l'Internet. Au pire, tu viens squatter aux investisseurs africains. Mais ils ont Internet, demandes ils ont le Wi-Fi. Internet pour le béret sur leur téléphone, donc ils peuvent C'est faire vrai. ça. Oui, mais c'est sûr. Tu squattes ici, là, tu demandes Wi-Fi. On te donne Wi-Fi, tu commences à travailler un peu. OK, donc il y a ça. Quand tu dis un peu, bon, avant, j'étais plus pour ce business, peut-être un peu, aujourd'hui, un peu moins. Il y a certains aliments qui se vendent beaucoup. D'accord. Les crêpes, par exemple. J'ai rencontré un entrepreneur et j'espère qu'elle va passer sur la chaîne cette année-ci, qui est devenu millionnaire grâce aux crêpes, aussi bizarre que ce soit. Il y a quoi d'autre? Tu dis un peu d'argent. Je suis en train de chercher. Avec un petit budget. Petit budget. Non, elle, c'est le gros budget souvent. Ouais. Ça... Non, j'ai fait petit budget là longtemps. Ouais, c'est vrai, j'ai vu pas mal de vidéos passer. C'est vrai. J'ai fait, non, même quand j'étais en Afrique, là, j'ai fait au moins 8-7 ans de les petits budgets. Donc, il y en a, mais il faut juste voir où la demande est. C'est tout. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut répondre à la demande. Mais je pense que le meilleur business, c'est être intermédiaire. Mais il faut être bon dans le relationnel, par C'est ça. contre. Être l'intermédiaire des besoins des gens et tu prends tes commissions dessus, quoi. C'est un début, quoi. Ouais, C'est ouais. vrai. Un très bon début. Qu'est-ce que YouTube t'a apporté jusque-là? Sincèrement. Pourquoi sincèrement, là? Hein? Comme ça? Comme ça. Concrètement, je voulais dire, et puis sincèrement, elle est sortie. Je dois dire que YouTube a un peu changé ma vision de la communauté. Un peu. Un peu beaucoup. Pourquoi? En quoi? Je ne dirais pas que je pensais que les francophones étaient perdus, mais je pense que dans mon processus de panafricanisme, j'ai eu à vomir tout ce qui est francophone. Tu vois, même parfois quand je parle français, j'ai tendance à revenir à l'anglais. Si je pouvais parler dans ma langue maternelle, j'ai même parlé ma langue maternelle, mais tout le monde ne va pas comprendre. Mais revenir dans la communauté, ça a été un peu... Peut-être parce que la transition aussi était facile, parce que les premiers qui m'ont suivi sur YouTube, c'est la communauté américaine. Donc, c'est un certain mindset déjà. Okay? Totalement différent. Quand les Français là sont venus là, le combat de ça. Tu dis, non, mais peut-être même j'avais raison. Peut-être j'avais raison, mais je me suis rendu compte que c'est un travail de longue haleine, mais qui vaut la peine. Mais c'est quoi que tu as vu comme différence entre un mindset du côté anglophone et le mindset du côté francophone? C'est énorme. Le gouffre est énorme. Ah bon? Oui, le gouffre est énorme. On a le mind. Déjà, tu parles de mindset. Beaucoup dans la victimisation. Ça, c'est du côté francophone. Francophone, beaucoup dans la victimisation. Le travail aussi. Tu vois, le travail, c'est une deuxième nature pour l'anglophone de travailler, de se perfectionner, d'apprendre des autres. L'humilité. L'humilité de reconnaître que, bon, je ne connais pas tout. Je suis peut-être à un certain niveau, mais il y a quelqu'un qui sera toujours au-dessus de moi. Et aller vers cette personne de manière humble pour apprendre de la personne. Tu vois, il y a certains, ils font leur premier $1 million. Qui peut lui dire quoi? Ah, dans le monde francophone, là. Non, mais tu vas lui dire quoi? Donc, même celui qui fait aussi $1 million, comme toi, tu peux apprendre autre chose de la personne. Hein, tu vois? Il y a tellement de différences. Je dirais quoi? Aussi, s'il y a des projets, cette tendance chez les francophones de vouloir être mis devant. OK? Alors que l'anglophone, c'est plus très centré pour communauté. C'est le bien commun. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Donc, les francophones commencent à s'intéresser à ta page. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Aussi le complexe. J'ai oublié le complexe de la rang, là. Parce que ceux qui m'insultaient bien au départ, là, on voyait, ça c'est la France. Eh ben, tout le temps. C'est pour ça que j'ai changé même d'argent à Hang. Vous allez bien manger l'argent, là. Mais beaucoup disent que tu gagnes beaucoup d'argent avec YouTube. Oh, YouTube, est-ce le cas? Non, YouTube, c'est les peanuts. Ok, mais combien tu gagnes à YouTube aujourd'hui?
Bon, c'est vrai qu'on est descendu. On faisait une moyenne de 11 000 $ le mois. Le mois, d'accord. Là, on a chuté autour de 6 000, 7 000. Ok. 6 000, 7 000 $ le mois, c'est quoi? C'est pour manger à l'eau? C'est juste pour des petites dépenses, quoi. Ben, ça va surtout parce que j'ai une équipe autour qui travaille. Ça va surtout chez eux. Maintenant, est-ce que moi-même, franchement, peut-être un petit 1 $ par mois symbolique, un $1 symbolique par mois. Pour acheter un petit coca. Beaucoup de personnes dans mon équipe ne comprennent pas à tout prix. C'est juste symbolique, quoi. Ah bon, pourquoi? Je préfère que cet argent soit réinvesti dans la compagnie. Je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube, pour te dire la vérité. Donc, que l'argent soit réinvesti dans la compagnie, dans les emplois, embaucher d'autres personnes, leur donner l'emploi que manger ça, quoi. 7 000 $. On va parler de 2 vidéos que tu as fait sortir sur YouTube. 2 vidéos importantes. On va parler de la première. Comme tu parles d'argent, tu as dit sur YouTube, et ça fait un tollé, que tu gagnes 500 000 $ par mois. Minimum. Je l'ai dit sans complexe. Ok, donc nous, on veut savoir, ces 500 000 $ là, c'est quoi exactement? Non, je suis dans beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'investissements en ligne que les gens ne comprennent pas. J'ai parlé de Prosper, par exemple. Tu peux nous en dire plus? Prosper, c'est surtout pour les résidents américains. Mais je pense qu'ils ont l'équivalent... Oh, j'ai oublié le nom. En France, au Canada également. En fait, c'est un site d'investissement où tu mets ton argent. Donc, tu peux faire des virements mensuels. C'est automatisé. Et où ça va faire des prêts à des personnes qui ont besoin de ça. Et ils te remboursent sur une base mensuelle à un certain taux. 8%, 20%, 12%. Donc, tu as du cash, tu mets sur Prosper, et puis Prosper fait les loans et tout, les crédits, et puis après, te donne les prêts. Tout à fait. Au lieu que ce soit une banque qui les récupère, quoi. Tout à fait. Donc, ce sont des individus qui prêtent. D'accord. Toi, là, c'est comment même avec toi? Tu me donnes tous les chiffres. J'ai 2 comptes Prosper. Ok. Un a franchi la barre de 1 million. $1 million de dollars. Mais ça, c'est investissement sur le long terme. D'accord. C'est pas de l'argent que tu peux cash out. Tu peux retirer automatiquement. C'est l'argent que tu investis sur 3 ans, sur 5 ans. D'accord, donc tu mets l'argent, ça reste là-bas. Et là, les gens vont dire, mais où tu as eu les 1 million de mais dollars pour mettre dedans? C'est pas 1 million que j'ai mis dedans. Ok. Tu vois, par exemple, c'est 10 000 $ que tu mets par mois. Je sais que j'avais commencé avec, tu peux mettre au minimum 25 $. À l'époque, c'était Lending Club. Ok. Certains dans d'autres États sauront c'est quoi. J'ai commencé avec 25 $ pour tester. Je guettais, mes 25, après mes 100. Ça marche un peu, 150. Et tu montes avec le temps. Ok, donc tu as Prosper, tu as quoi d'autre? Il y a Robinhood. Là-bas, c'est le brokerage. Pour les actions. How do you call that? Si tu veux payer les actions. La bourse. La bourse, ouais. C'est la bourse. Ok. Ça, c'est beaucoup. Donc, brokerage, il y a un autre nom en français aussi qui m'échappe. C'est beaucoup d'argent. D'accord. La bourse, je n'en parle pas parce que c'est très risqué. Sinon, j'allais me faire un plaisir de parler de ce qui est bourse. J'avais hier recommandé à des gens 3 ou 4 fois sur ma page d'investir dans certaines actions. Ok. Ce qu'ils ont fait. Ils ont eu le bon retour. On m'a pas donné là. On m'a pas partagé le retour là. On peut pas. Ils ont couru. C'est-à-dire qu'on dit qu'aller investir dans ça, les tendances et tout. On m'a conseillé d'arrêter de le faire parce que le jour, ça va mal tourner. C'est sur toi qui viendra. Voilà. Ouais. Donc, ça fait quand même un bon bout. J'ai pas fait ça. Mais, et ça va être quoi tes autres business? Je fais dans l'immobilier, comme tu le sais. Ça reste un des gros business. Je fais dans le e-commerce également. Tu parles très peu de Amazon ces derniers jours. Est-ce que c'est parce que ça marche plus trop? Non, ça marche. Amazon marche toujours. Ça marche. Amazon marche. Est-ce que tu te rends compte que seulement en 2023, on est plus de 60 000 millionnaires, alors qu'avant Covid, il n'y avait que 20 000 millionnaires. Amazon, 60 000 millionnaires. Et les Africains sont là à se demander que on va chercher l'argent. Tu sais, le Covid a changé les habitudes des gens. Donc, beaucoup de gens n'ont pas de commander en ligne. Et heureusement, il y a certains qui disent que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a beaucoup qui lâchent. Donc, ils nous laissent, nous, le marché. Parce que tu imagines, par exemple, si on était 100 000 vendeurs, que quelqu'un s'essaie une fois, ça ne marche pas, il lâche. Mais tant mieux. Le moins il y a de vendeurs, le mieux c'est. OK. Donc, on va dire quoi? En fait, c'est quel business qui génère le plus d'argent à Stéphanie aujourd'hui, de tous ces business que tu cites? Tu vas me faire sortir mes secrets ici. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour inspirer la communauté, pour montrer que c'est possible. En fait, il y a surtout 2 business. OK. Les terrains et Amazon. Amazon, c'est vraiment les 2 qui sont... Ce sont les gros, les 2 gros. Les terrains, c'est quand même du long terme. Non, mais parce que ça dépend de ce que tu fais des terrains. OK, c'est quoi ta stratégie avec On achète et on fait louer. Donc, ceux, par exemple, qui veulent faire l'agriculture, ceux qui veulent construire et tout,
On loue mensuellement. D'accord. Donc, c'est pas juste, ça ne se limite pas aux achats de terrain. Il y a la stratégie Il y a derrière. la stratégie, oui. Je sais Ça me fait même penser, peut-être je vais ouvrir un truc sur le côté, là, à côté, tu là, peux, faut tu peux, montrer. parce que c'est vrai que des terrains à louer aussi, j'en fais un peu. Mais... Ouais. Moi, j'en fais beaucoup. Ok, On je est t'ai vu un dans moment, 4-5 tu pays en voyageais un peu partout au Oui. Kenya, en Tanzanie Oui. pour en acheter, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment Amazon et les terrains. Donc, en Afrique, c'est quoi tes business? Les terrains, surtout Les terrains, principalement. Bon, pas principalement. Ce qui me ramène le plus, c'est ça. C'est ça. Maintenant, Sinon- il y a d'autres business autour. Hein. Autour de l'agriculture, par exemple. On vend des agros. C'est quand même mieux faire dire la vérité ici. Mais dis-nous. Non, j'ai fait la vidéo, mais tu vois, j'ai peut-être donné un bon 80%. Un bon 80%. On va pas tout ok, donner. donc dans toutes les façons, ceux qui veulent savoir. Parce que parfois, quand tu donnes tout ça, te crée également des problèmes. Hein. C'est vrai. Surtout quand tu cibles les pays et tout. Et j'ai des dirigeants qui regardent la chaîne. Donc, c'est commence à dire que oui, la France out, France out. On dit que mais c'est encore quoi ce business-là, celle-là? Là, tu te rappelles que tu es homme d'affaires avant d'être politicien. C'est clair, c'est clair. C'est compliqué, Mais là. en tout cas, tout est traçable. Et puis, du coup, Amazon, je pense qu'on peut en avoir beaucoup. Mais bon, pour moi, ça ne marchait plus trop, hein, Amazon. Mais bon. Ah, tu as fait Amazon? Non, j'ai pas fait. Non, moi, c'est les business physiques. Ah, ok. Les business sur Internet, là. Non, Amazon déchire présentement. Ok. Ça déchire parce que je pense que peut-être un des challenges que les gens ont, c'est de se différencier sur la plateforme. C'est ça. C'est parce que c'est ça la clé. Tu viens vendre aussi une erreur que les gens font. Une élève m'a posé la question samedi passé, parce que j'ai des sessions chaque samedi avec les élèves. Elle dit que je veux vendre ça. Est-ce que je peux vendre ça? Mais c'est ça. Comment? Mais c'est pas comme ça pas sur comme ça. Amazon. Non. Oui, moi, je fais le dropshipping. Bon, après, j'ai laissé une équipe s'en charger parce que C'est un peu c'était trop time peu consuming. demande. Ouais, c'était trop compliqué. Ok, super. Bon, donc voilà. Et bon, tu l'as déjà dit, sinon j'allais te dire, pour tous ceux qui veulent lancer un business sur Internet, parce que tu fais des formations. Oui, j'ai lancé Voilà, l'école de l'entrepreneuriat récemment parce que c'est une chose de dire aux gens, allez chercher la langue. C'est autre chose de montrer comment le faire. C'était très important d'avoir ce côté, on parlait des anglophones, là, cette approche. Et aux États-Unis, même, ça ne se fait pas. Il n'y a personne qui a lancé le business, tu vois. Et tu sais que le business est risqué. C'est ça. Donc, je fais la promesse aux gens que le business va donner l'argent. J'ai intérêt à me concentrer dessus. Donc, l'école de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que je suis en train de lancer un produit bien précis et les élèves suivent l'évolution. Donc, ça part de la base. Et c'est là que je me suis rendu compte que même dans la communauté, les gens ne connaissent même pas la base. En business, Dis encore. les gens, ça dit Dis que encore. la base, il y a la méthode PSSP, mes élèves sauront de quoi je parle, mais c'est un casse-tête pour les gens. Mais je me dis, mais c'est tellement basique. Bon, pour moi. Voilà, c'est ça. Tu vois, T'as mais l'habitude et tout, mais Oui, pour dans le beaucoup, même c'est temps, pas l'approche- inné, c'est pas trivial. quand les même, gens le doivent business. se former, mais c'est fou. Quelqu'un lance le business, voilà, je vais lancer ça, je pense que au vendre peut-être les tasses, c'est tendance, ou je sais pas, mon ami fait ça, ça a l'air de fonctionner, je vais faire, c'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Encore récemment, on était à la Silicon Valley, ça m'a confirmé tout ce que tu marches au milieu des milliardaires, on te répète ce que tu penses depuis, mais le milliard là, c'est pas loin. Oh non, ça arrive très bientôt. On arrive. Très bientôt. On arrive. Et aujourd'hui, avec ta chaîne, tu as voyagé énormément. Tu es parti dans combien de pays déjà en Afrique? 16 non, pays pas juste en Afrique, 16 pays autour du monde. Autour du monde. Ouais. Et quel est le voyage qui t'a le plus marqué de tous et pourquoi? Je pense que chaque pays est spécial. Hein. Chaque pays est spécial. Récemment, on était, bon, pas récemment, ça fait peut-être 3 mois, j'étais au Maroc. C'est les opportunités là qui m'ont un peu choquée. Au Maroc, là, I was like, wow, I didn't expect that. Elle va traduire après, ne vous en faites pas. Attends, j'essaie de comprendre la question par Oui. contre. Ce qui m'a choqué du point de vue business, Bon, déjà, du point de vue général, sur le pays, bon, après, tu ne vas pas que pour visiter, tu vois aussi le business. Donc, en termes de business, quel est le pays qui t'a agréablement surpris? Parce que parfois, il y a des choses qu'on pense sur un pays et on y va et puis on se rend compte que, c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé. Il y a plus d'opportunités, il y a plus de choses à faire. en Afrique ou Dans tous les voyages, mais on va se concentrer sur l'Afrique parce que je pense que c'est notre intérêt commun, là. T'as fait la Tanzanie, le Kenya, Nigeria, le Nigeria. je dirais. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a assez de millionnaires là-bas? Non, la population et la facilité qu'ils ont de dépenser l'argent. D'accord. Donc, si quelqu'un sait faire un très bon ciblage, la personne peut devenir riche vite. Mais encore, je suis sûre que je serais très surprise par le pays où je vais, que tu connais là où je vais là. Ah bon?
Oui. Tu sens que... Non, là-bas, là, on est en Afrique, là. Oh, non. Non, mais il y a des choses qui se passent là-bas. Je risque de déplacer tous mes investissements ici et balancer ça là-bas. Pourquoi pas? Oui, je risque de le faire, sans hésiter. Ok. Je t'avais dit, on parlerait de 2 vidéos. Donc, on a parlé de la vidéo sur les 500 000 euros par mois que tu as mis sur YouTube. Il y a une autre vidéo plus personnelle que tu as faite. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la même Stéphanie? Pourquoi elle ferait ça? Et dans cette vidéo, tu parlais un peu de ta vie personnelle. Oh, celle-là. Voilà, ce que tu fais pas beaucoup. Hein, c'est bon, qu'on ne fait pas beaucoup parce qu'on est tous sur YouTube. Tu parlais de ta relation de couple dans laquelle tu disais un peu que vous traversiez des moments difficiles et tout avec ton mari. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est? Certains disent, est-ce qu'ils se sont séparés? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? C'est compliqué, les gars. Est-ce que Stéphanie était un cœur à reprendre? Cœur à reprendre. Un cœur à prendre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fêté notre 10e anniversaire de mariage. 10 ans déjà. Oui, on se disait que on nous aussi, on a fêté 10 ans avec ma femme. Donc, c'est la très bonne nouvelle. On dit souvent qu'à cette période-là, il y a assez de turbulences. Forcément. Donc, on va essayer de... Peut-être c'est une turbulence par laquelle on passait, ou on passe. Mais j'ai beaucoup apprécié le retour des gens de ma communauté par rapport à ça. J'ai eu des retours très positifs de la part des personnes âgées qui disaient « laisse le temps au temps ». Parce que la discorde, c'était surtout sur le fait que lui, en m'épousant, je lui avais dit d'avance que je ne suis pas faite pour les États-Unis. Il le savait. Et même quand on parlait souvent, c'était du genre, il y avait ce retour... en Afrique et tout. Et bon, là, on est passé par une période où c'était pas trop ça. Bon, j'essaye d'écouter les conseils des personnes âgées, des personnes sages. C'est pas facile, hein? Bon, ok, on va en Parce parler. que quand tu es à New York, là, dans le froid, là, tu vois Africa is calling you. Tu vois comment l'Afrique t'appelle, tu dis, ah! L'affaire, là, c'est chaud. C'est chaud. Donc, le point de discorde, c'était ça, le retour en Afrique? Surtout ça, oui. Et c'est un point de discorde que beaucoup de couples dans l'Occident, dans la diaspora, rencontrent. Donc, toi, tu veux revenir en Afrique. Lui, forcément, en tant qu'Afro-Américain, c'est peut-être pas sa tasse de thé, l'Afrique. Non, il est ouvert. Hein. Mais pourquoi, du coup, il veut pas venir? Il est ouvert, mais je pense que il n'est pas juste américain, il est new-yorkais. Parce que ils ont pratiquement tout fait déjà là-bas. D'accord. Tu vois, les routes, les grades, ils n'ont pas fait quoi? Ils sont à l'ère de l'intelligence artificielle où tu marches dans la rue, il y a des trucs qui te poursuivent. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme le reprendre. Je dirais pas le ramener en arrière, mais... Bon, il viendra dans un endroit où il va manquer de choses auxquelles il est habitué. C'est ça. Et aussi les connexions. C'est ça. Et bon, j'essaye un peu d'arranger. On va essayer de voir ce qui peut fonctionner ou non. C'est important, n'est-ce pas? De voir comment est-ce qu'on peut tourner les choses, arranger les choses, me rassurer que l'environnement est propice. Cet été, si on doit se déplacer pour un pays ensemble, pour qu'ils viennent découvrir l'autre, le pays anglophone, plus anglophone que... Quel pays C'est une surprise. C'est une surprise. Bon, tu nous le diras, peut-être après. Mais il m'a dit le Nigeria, non. Ah, je pense qu'il est traumatisé par les Nigériens. Par les kidnappings et tout. Oui, mais je lui ai dit que Cameroun, c'est cousin de Nigeria. Il m'a dit, ah, peut-être c'est pour ça. Il dit, ah, je sais pas. Oh. Mais il y a la Côte d'Ivoire, hein, même si on parle français ici. Oui, en fait, il y a la barrière de la langue. La langue, oui, c'est pas faux. Il y a la barrière de la langue. Donc, peut-être plus un pays anglophone très intéressant, on va dire ça. Bon, pour les intéressés, elle est toujours prise. Heureusement pour elle et malheureusement pour vous. Mais quels sont les conseils que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui sont dans la diaspora, ces couples où un conjoint veut revenir et l'autre ne veut pas spécialement? C'est une vraie question. Moi, il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas un email pour me dire, Jean-Yves, comment tu as fait avec ta femme? Moi, je veux venir, ma femme ne veut pas, mon mari ne veut pas. Et c'est une question qui déchire pas mal de couples. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui passent par là? Franchement, je ne suis pas experte dans ce domaine-là. Non, les conseils de business, tu veux donner aussi les conseils de couple. Ouais, je ne suis pas experte, mais en fait, ce que je dirais, ce qui fonctionne dans mon couple, parce que ça fait quand même 12 ans que je connais mon mari, c'est la communication. Il faut communiquer et donc il faut éviter la confrontation où c'est juste ton idée qui est la meilleure et puis l'idée de l'autre ne vaut rien et tout. Il faut vraiment être sur la même table de discussion et on comprend que c'est le couple qui doit avancer ensemble. Maintenant, si c'est que la discorde au point où, franchement, et peut-être éviter être dans parler le même langage. Maintenant, si c'est que vous êtes dans une situation où un partenaire a retourné sa veste, là, c'est délicat. Ce qui est mon cas présentement et où... au départ, il voulait venir et puis après, il vient. Ouais, là, ça l'intéresse plus du tout.
plus du tout. Donc, peut-être être patiente jusqu'à ce que je ne sois plus patiente. On va essayer d'être patiente, n'est-ce pas? Il est question aussi de préparer le retour en délicatesse. C'est ça. Et tu penses, bon, c'est une question assez délicate, mais je te la pose quand même. Tu penses que si, à un moment, ton mari n'est pas prêt à rentrer en Afrique, tu serais prête à sacrifier votre relation pour l'Afrique? J'arrive. Très délicate. Tu cherches le problème. Non, je t'ai dit, on parle de tout. Moi, je l'ai déjà dit. Et c'est un peu extrême. Je l'ai même dit dans la vidéo. Je ne placerai jamais l'amour d'un homme avant l'amour de l'Afrique. Et il le sait. D'accord. Non, il le sait. Je suis un peu tranchante et un peu difficile. Mais ma mission est plus grande que ma vie. D'accord. Ou ma vie de famille, proprement dite. Tu vois? Et c'est très difficile. C'est pas une opinion populaire que de dire ça. Mais c'est l'opinion, ce sont les sacrifices qui doivent être mis en place pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on doit avoir. Est-ce que tu te vois comme une sorte de messie, finalement? Non, non, pas du tout. Ou tu penses que la mission qui t'a été... Chacun a sa part. C'est clair. Ma mission commence bien avant YouTube. Hein. Ça n'a rien à voir avec YouTube. Ça commence bien avant YouTube, mais pour moi, je dois faire ma part en tant qu'Africaine. Je dois give back. Je dois donner quelque chose à maman africaine. Oui, ça peut se faire à distance parce que j'ai vu certaines personnes dire que tu peux le faire à distance, mais c'est pas le même impact. Moi, je l'ai vu, je le faisais à distance, je suis ici. C'est ça, c'est des marches de fourmis versus des marches d'éléphant. Exact. Tu peux pas comparer je sais pas, le pied d'un éléphant à le pied d'une fourmi. Donc, ce sont des sacrifices que je suis prête à prendre. Et c'est dur, hein, comme je l'ai dit, c'est très difficile. Mais dans le même temps, notre vie sur Terre, c'est quoi, 100 ans? Et comme je dis toujours à la fin, il faudra faire le bilan. Le bilan, c'est quoi? Tu as vécu une belle vie, oui, tu as élevé tes 2-3 enfants, youpi, et ça s'arrête là à ta vie, à toi. C'est un peu selfish, hein, c'est un peu égoïste à la limite, quoi. Il faut qu'on apprenne à penser à la masse, quoi. Ok. À la masse et ouais. Tu as vraiment ce souci de give back au final. Tu te dis, tu as beaucoup de choses à partager que tu partages déjà sur ta chaîne. Et... Toujours. Mais comment tu te sens du coup du fait que tu sois encore aux États-Unis maintenant? Non, je ne pense pas à ça. J'essaie de plus voir l'objectif. Hein. J'essaie d'arrondir les coins. Ok. Donc on essaye de préparer monsieur. Parfois, c'est un peu oui, après c'est non, je pense c'est oui, on dit que le oui, là, va sortir de ta bouche, là. Parce que moi, je pars pas en Afrique sans toi. Peut-être même l'attacher, le mettre dans mon dos. Il va se réveiller parce que c'est un homme formidable, franchement. Un homme comme ça, je suis même pas sûre de retrouver un homme comme ça sur Terre. Sur Terre. Tu vois, sur Terre. Oui. Il est unique. Il est unique. C'est pour ça que le choix est très difficile. Si t'es quelqu'un d'autre, il y a certains hommes là, tu dis même là, c'est quoi ça? J'ai épousé quoi là? Ça allait être fini depuis longtemps. Compliqué. Ah, on voit qu'il y a encore de l'amour. C'est juste. Bon, c'est lui que j'ai choisi, hein. Donc, c'est lui que j'ai choisi. Donc, il y a le prix à payer derrière et ouais. Bon. Et ouais. Je pense que ça ira pour le bien. Espérons. Forcément, ça va aller. Espérons. Il viendra en Afrique et puis il va y trouver son compte en tout cas. Espérons. Et ça emmène une autre question parce que quand tu as commencé sur YouTube, je pense que jusqu'à maintenant, voir tes voyages, Stéphanie, aujourd'hui, elle est dans tel pays, demain, elle est dans un autre pays. Ça a amené beaucoup de critiques quand même. Mais comment une femme mariée peut être en train de voyager comme ça partout dans tous les sens, mais qu'elle s'occupe de son mari? Madame, la place de la femme, c'est pas dans les voyages, n'essaie pas d'être un homme, sois une femme. Donc, comment tu as pris ces critiques-là? Comment tu les as overcome? Voilà, tu vois, tu me contamines. Comment est-ce que tu les as dépassés? Comment est-ce que tu les as dépassés? Bon, déjà, ce sont des gens qui sont pas dans ma vie, donc franchement, je les écoute pas. Je les écoute pas du tout. On dit souvent que on aime faire l'analogie chez moi, la feuille d'igname, elle est gluante. Donc, on te jette des critiques, ça glisse. Donc, je les écoute pas. Par contre, je vais écouter peut-être les remarques de personnes très proches. Tu vois, dans des personnes qui sont très proches, mon cercle fermé. Elle, là, ou eux, là, je sais qu'ils connaissent ma vie dans les détails. Maintenant, il faut comprendre que chaque couple ne fonctionne pas de la même manière.
Et une des raisons pour lesquelles j'adore mon mari, déjà, il est fils unique, donc il apprécie beaucoup le temps qu'il passe seul, énormément. Je pense que les entrepreneurs doivent avoir ce genre de conjoint. Parce que mon épouse aussi, elle aime bien, elle aime bien son temps seul, donc oui. du coup, tu peux faire et puis... Tranquillement. Tranquille, ouais. Pas de stress. C'est ça. Par contre, quand je voyage, je dois lui dire... Forcément. Je suis où, à quelle période, genre, parce que bon, c'est un Américain, il est toujours dans les worst case scenarios. Exact. Les scénarios catastrophiques, là, s'il arrive un truc, je pense, call 911, il dit que chérie, là où je parle, il n'y a pas 911, 911, tu vois, un peu ce genre de truc. Bon, c'est si les critiques viennent de mon cercle fermé. C'est ça. Que j'aurais tendance à écouter. Mais déjà, comme je le disais un peu plus tôt, ça va dépendre du choix du partenaire et aussi nos ententes. Contrairement à ce que les gens pensent, je suis très souvent, la plupart du temps, avec ma famille. Ah bon? Oui. Donc, tu fais comment si tu voyages autant? Il faut avoir l'argent. C'est comme on demande de chercher l'argent. Hein? On vous demande d'acheter 4 billets, classe d'affaires. Tu n'as pas l'argent, tu peux pas voyager. C'est sûr. Ok, donc, mais ça a commencé aussi sans le petit. Après, le petit est venu. Après, la petite est venue. Et du coup, comment tu fais avec les enfants? Est-ce que... On se déplace. On faisait beaucoup de homeschooling. Donc, enseignement à la maison. Il y a certains pays, déjà, on a les tuteurs arrêtés. Ok, comme le Cameroun, ils ont le tuteur. On a aussi également la Côte d'Ivoire. Ici, ils ont le tutrice. D'accord. Donc, quand vous venez... Les enfants, les tuteurs et tout. Et ils sont dans le système américain. D'accord. Donc, tout est tracé, tout est fait. Mais je me déplace beaucoup avec eux. Je voulais pas le dire, parce qu'il faut qu'on commence à critiquer. Il faut continuer à critiquer. Non, mais tu as dit, tu allais dire des choses que tu n'as jamais dites avant. Donc, tu te déplaces avec la famille quand c'est nécessaire. Pas tout le temps, mais une bonne partie du temps, ouais. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui pensent que la place de la femme, c'est dans la cuisine, par exemple? Bon, on connaît mon opinion dessus. Hein. Bien, c'est dit non. Vous allez m'appeler féministe ou non féministe ou je ne sais pas trop quoi là. Qui sont les meilleurs cuisiniers au monde? Jean-Yves, toi-même réponds-moi. Ce sont les femmes. Ce sont les grand-mères du village. Ah non, hein? Meilleurs cuisiniers au monde là. Ce sont les hommes. Bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? C'est pas normal. Peut-être que vous préparez une fois tous les 6 mois. Et même votre cuisine, là, c'est vous partez mettre riz au feu, là, vous dites que vous avez préparé. C'est pas comme ça. On se fait des omelettes. Donc, en tout cas, à ces personnes, tu leur dis, la femme choisit la place qu'elle veut. Non, pas du tout. En fait, il faut un peu que... Et tu le sais, je suis très... J'ai fait un retour aux sources, donc je ne suis pas trop dans l'approche occidentale des choses. Le patriarcat. Parce que beaucoup ne le savent pas, mais le matriarcat africain, le patriarcat vient avec les religions en Afrique. C'est ça. Ok, donc je suis plus dans l'approche de... C'est important que dans le couple, chacun fasse ce pour qu'il est venu sur Terre. Dieu ne m'a pas, par exemple, pas donné le don des affaires pour que je reste à la cuisine. Ouais, c'est un blasphème, quoi, tu vois. Dieu n'a pas donné le don de la stratégie à mon mari. Il est très bon, fin stratège. C'est un gars qui peut faire que Macron poignarde sa femme, quoi. À la limite, oui, c'est un très bon stratège, ce gars. Pour qu'il finisse à la cuisine ou bien il reste avec les enfants, quoi. Tu vois, c'est important de comprendre de respecter déjà ce qu'on a mis dans chacun, de s'ajuster en fonction de ça. Je sais que toi, tu es un grand partisan de chef de famille et toutes ces affaires. Moi, je suis un bon Africain. Un bon Africain. Mais c'est important de respecter, de dire que bon, telle personne est bonne dans ça, on va lui donner les rênes de ça, et telle autre personne est bonne dans ça, on va lui donner. Dans les affaires de femmes soumises, moi, je suis pas dans ça. Hein. Alors ça, pas du tout. Par contre, les gens respectent les deux. Les gars, les yeux des gens... Tu es en train de soulever un débat que je ne voulais pas aborder. On va parler de ça. Attends. Pour toi, la femme ne doit pas être soumise à l'homme? La soumission, c'est une expression directement reliée à l'esclavage, importée par l'Occident. La preuve, il n'y a pas de mot soumission en nos langues. Ça dénigre la femme, la soumission. Par contre, le respect existe en nos langues. La femme se doit d'être respectueuse envers son mari. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, être soumise, que le gars dit que va à gauche, ok, va à droite. Non, ça, ça, je suis d'accord, ça, ce n'est plus... Mais ça, c'est la soumission, maintenant. Non, mais moi, c'est pas la définition que je donne à la soumission. Non, mais c'est ça que j'allais dire, justement. Le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est que maintenant, chacun prend la définition biblique ou, je sais pas trop, islamique, et définit comme il pense. C'est pas comme ça.
À la base, les livres ont été écrits avec une certaine vision. Donc, soit vous faites ça, soit vous ne faites pas ça. Aussi simple que ça, quoi, tu vois. Et je n'y crois pas. Je pense que ça diminue la femme. Par contre, je ne dis pas que la femme... On vous connaît, on va dire qu'elle a dit qu'elle ne pense pas à la... Non, moi, je suis tête brûlée, là. Mais par exemple, je suis tête brûlée. Dans mon couple, je donne le respect que mon mari mérite. Maintenant, il sait que je ne suis pas le genre de femme qui va me dire, bon, il faut à tout prix qu'on aille à gauche et je vais suivre. Mon chéri, c'est comment? Donc, pardon. si ton mari prend une décision et il te demande de le suivre dans cette décision, que tu n'es pas d'accord, tu vas dire tu ne suis pas et basta. Je vais dire, mais bébé, est-ce que tu m'as épousé en fonction de que suis-moi dans la décision? On discute d'abord. C'est tout, tu le fais à soi, vous parlez, non? Il va te dire que non, voilà pourquoi je veux qu'on aille dans la direction et tout. Et puis, si ça fait du sens, on y va. Il n'y a si pas ça de fait problème. pas de sens, tu y vas quand même? Non, je mets mes arguments sur la table. Et bon, heureusement, c'est un homme assez ouvert pour réaliser que, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas peut-être tenu compte de ça. Essayons de voir ta manière de faire. Comme je dis, il n'y a pas de confrontation dans le couple. Tu n'es pas là pour combattre ton mari. Tu combats ton mari, le couple est à l'eau. Ça ne sert à rien de se mettre en couple, n'est-ce pas? Ça devient un ring de boxe où chacun se boxe, où chacun dit, bon, là, j'ai gagné aujourd'hui. Demain, c'est toi qui as gagné. C'est tout le monde qui perd dans l'équation. C'est pas bon. Ok, donc pour toi, la femme ne devrait pas être soumise à l'homme, Non. mais elle devrait respecter son mari. C'est très important, une grosse différence. Et moi, je ne veux pas prendre juste les termes occidentaux qui ont été ramenés en Afrique juste pour le plaisir de le faire. Ça ne m'intéresse pas. Donc le respect va englober en fait le respect va englober la stature que la femme doit avoir envers son mari, parce que c'est dans cette stature là qu'on met soumission. Après la soumission là, c'est pas venir. Tu veux dire quoi par stature? Se mettre par terre pour servir de l'eau, c'est ce que certains pensent, mais c'est pas. Soumission dans le sens, je sais que ça va créer un tabac. Il y a pas de problème, moi je suis prête à ça. La soumission, c'est ça. Si le monsieur c'est soumission. Il faut prendre la définition dans le dictionnaire. Je pense que le débat va s'arrêter là. Une fois qu'on prend la définition dans le dictionnaire, Larousse, ça s'arrête là. C'est que, bon, à la limite, pas que tu n'as pas un cerveau, mais tu me suis. Je prends la décision et tu me suis parce que tu es sous ma mission. Bah, exactement. Oui, mais tu me suis. Bah oui. Mais comment ça, mais oui? Mais en fait, l'homme est le chef de la famille. On va revenir à ça. Ça te fatigue. Ça a recommencé. L'homme est le chef de la famille doté d'une mission. Et la femme, je n'ai pas le droit de faire ça dans un podcast, mais je devrais t'écouter. Bon, je t'écoute. Non, il faut parler. Sinon, moi, je parle plus après ça. Non, l'homme est le chef de la famille qui est doté d'une mission. Du coup, il épouse une femme pour qu'ensemble, ils puissent accomplir une mission ensemble. Maintenant, est-ce que cette mission, c'est seulement la mission de l'homme ou bien c'est une mission conjointe? Forcément, ils vont en parler. Mais c'est l'homme qui porte la mission. Donc, pourquoi? quand on met sous la mission. Pourquoi tu penses que c'est l'homme qui porte la mission? Parce que moi, je pense que, voilà, après, ça dépend des croyances, mais moi, je pense qu'après, c'est à l'homme que Dieu demandera des comptes pour sa famille. Tu vois, on revient dans le patriarcat encore. Cette envie de mettre... quand je dis c'est la base, si on part sur un schéma patriarcal, bah, c'est forcément le père qui est chef de famille, qui donne des comptes. Bon, si c'est ça. voilà. Là, maintenant, on va faire palabre ici. Là. Pourquoi? C'est ça qui me dérange dans cette approche-là. Pourquoi? Parce que la conception occidentale est très hiérarchisée. L'homme en haut, la femme en bas. La conception africaine, on est dans un modèle où les gens se complémentent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se complémente pas. Parce que dans toute entreprise, même dans tout duo, dans tout truc, il faut que quelqu'un ait le dernier mot en quelque sorte en cas de discorde. Sinon, c'est la séparation. Pas toujours. Moi, je pense que si. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont du bon sens. Tu sais, on nous apprend... j'ai failli dire en Afrique, on est en Afrique. Mais on nous apprend... Et ça, ce sont des enseignements qu'on a... Ça fait plus de 100 000 ans. La religion arrive en Afrique il y a quoi? 400, 500 ans. Plus de 100 000 ans que... On a donné pas la vigueur, on a donné de la vigueur à l'homme et la force à l'homme. C'est ça. On a donné la sagesse à la femme. Je dirais aux deux, hein, pas seulement à la femme. Bon, on dit, c'est pour ça que souvent dans les couples, tu vas te rendre compte que les décisions les plus sages souvent sont prises par les femmes qui se connaissent, hein. Pas les femmes qui pensent qu'elles n'ont pas leur mot à dire ou quoi que ce soit. C'est les femmes qui ont la tête sur les épaules et qui ont cette intuition. Donc, on a donné la sagesse et l'intuition à la femme. La femme va te dire, il y a quelque chose là-bas. Je ne peux pas lui dire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et si tu ne suis pas, vous mettez dans les problèmes. Maintenant, elle ne peut pas à tout prédéfinir. Je pense que c'est dans cette approche-là que l'un complémente l'autre. Donc, si le monsieur vient donc avec sa mission, pour reprendre tes mots,
et que la femme te parle et te dit attention, mais parce que tu es dans ta position non, mais la position, chefferie, non, c'est pas la position peux ne pas l'écouter, non, c'est pas la position et vous allez dans le gouffre, de chefferie, parce que oui, pour être sous la mission de quelqu'un, il faut que cette personne aime la personne qui est sous sa mission. Donc, l'homme est censé aimer sa femme. Donc, ne prendrait pas de décision qui pourrait aller à l'encontre de sa femme et de sa famille. Je pense que quand on part de ce postulat et que l'homme aime sa femme malgré tout, peu importe quoi, je pense que la femme n'a pas de mal à se mettre sous sa mission parce que les décisions seront prises, ne seront pas des décisions qui vont être prises contre la femme, mais c'est pour le bien de toute la famille. Et donc, quand on se met dans cette position, pour moi, il y a pas de problème. Et être sous la mission de quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la personne, on ne tient pas compte de la vie de la personne ne peut pas s'épanouir. Là, c'est ta définition. Bon, oui, c'est ça en fait. Donc, c'est ça mon problème. Okay, bon, parce que si on prend ça, la définition telle quelle, là, on peut s'entendre. Mais là, c'est une définition modifiée. On n'est plus dans le contexte en tant que tel. Je pense qu'on aura ce débat dans une autre vidéo. Pour l'instant, on est là pour parler de Stéphanie. C'est les débats qu'on a tout le temps. On va être d'accord de ne pas être d'accord sur la question. Oui, on va laisser la question. Et j'aime bien rappeler aux gens que parfois, vous savez qu'il y a des couples où les hommes aiment que la femme les chicote. Ah, ça, c'est pas mon couple. C'est le genre que tu aimes. J'arrive pas, non. Donc, c'est très important de ne pas prendre un modèle et de le forcer sur chaque être humain. Je te promets. On va passer à une autre... Attends d'abord. Moi, je suis qui avait eu ça là. Les couples comme ça, je me suis dit que, aïe, le monde est sinon. Respectons chacun de la manière dont il ou elle est. And that's it. Ok, on va passer à une autre rubrique. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça là. Mais on va devoir faire une vidéo sur cette partie-là. C'est important. Un vrai débat. Ok. Tu vas regarder l'écran. Et ça va devenir très intéressant. Ça, c'est là, hein? Ah oui, là, maintenant, on va parler de l'argent. On va parler de vraies choses. Bon, on voit Bentley derrière. On voit, c'est une quoi? C'est une McLaren? C'est une Lambo. C'est une Lambo. Ah, voilà. Tu vois, tu connais? On ne compte même plus le nombre de chevaux. Elle va tellement vite, celle-là. Ok, donc ça, c'était où? C'était quoi? Pourquoi tu prends une photo dans une voiture pareille? Alors, ça, c'était à New York. Ok. Et non, c'est pas ma voiture. Ça aurait pu l'être. Oui, mais je ne mettrai jamais mon argent dans des voitures de ce montant. Je préfère investir mon argent et prendre moi mon métro à New York, où je préfère. Et après, certains diront ça peut être un investissement aussi. Bon, on en parle après. Donc, je te laisse terminer. C'est un peu... Bon, on va entrer là dans les débats des youtubeurs américains. Hein. Ça revient de manière fréquente. Et là, j'étais allée à une interview avec Babacar, qui est un Sénégalais. Oui, j'ai vu l'interview. Qui a réussi à New York. Et c'est là j'en ai profité pour faire des photos un peu flashy. Donc, tu as dit tu ne mettrais jamais ton argent dans ce genre de choses. Pourquoi? Je pense qu'il y a de meilleurs investissements. D'accord. Avec de meilleurs retours. Ok, de 1. Et de 2... J'aime vivre dans la discrétion. Je préfère être la go que tu vois en jean, en t-shirt que tu négliges, que celle qui sort du limbo. Et pourquoi? La discrétion, c'est la clé de pratiquement tout. Tu fais tes business tranquillement, tu multiplies ton argent, on ne te regarde pas, on ne va pas dire qu'on va kidnapper tes enfants ou ta mère. Et là, certains vont dire, mais tout l'argent que tu gagnes, tu mets ça où? Il y a certaines choses que je ne peux pas dire, mais je dirais que je suis quand même assez impliquée dans le lobbying, plus ou moins. D'accord. Plus ou moins. Pour faire avancer la cause africaine, pour certains politiques qui bénéficient des business en Afrique. On va dire ça en partie. Et aussi faire plaisir aux membres de ma famille. Aux membres de ta famille. Mes parents et tout. Hein. Donc, comment tu dépenses ton argent? Tout ce que tu gagnes, quelle partie tu épargnes? C'est compliqué. Hein? Voilà. Comment tu dépenses? Est-ce que tu as une ligne directive? On va supposer le mois arrive parce que forcément, avec plusieurs business, l'argent n'arrive pas au même moment. Tu as des entrées journalières peut-être et tout. Donc, comment est-ce que tu gères ton argent concrètement? C'est un peu compliqué parce que je ne sais pas dépenser. Donc, tu gagnes seulement. Je n'essaye pas. Surtout que quand je paye des choses, c'est des choses qui durent. Par exemple, des habits. C'est parfois des trucs quand même avec de très bonnes marques. Mais je sais qu'ils vont rester sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça. Donc, du coup, dépenser.
C'est difficile pour moi. Est-ce que c'est pas parce que toi-même, ça peut pas sortir? J'essaie. Tu es habitué à pas que ça sorte. Moi, mais tu veux dépenser, là, mon mari est dépensier. Lui, là, c'est le gars qui il te claque les 400-500 $ au restaurant, ce genre de trucs-là. Donc, c'est pas évident. Mais j'épargne beaucoup, par contre. Ok, tu épargnes quoi? Quel pourcentage de tes revenus, à peu près? Ça va dépendre, parce qu'il y a l'épargne des enfants. Il y a... est-ce qu'il y a notre propre épargne? J'ai une sorte d'épargne. Ish. Ouais. Attends, faut pas parler dans toi, ici. Tu gagnes 500 000 € par mois ou dollars. Ça va où? Non, ça va surtout dans les investissements. Dans les investissements. Donc, tu réinvestis dans la plupart de tes business surtout. Ou tu fais de nouveaux business? Oui, je dirais un bon 85%, ça repart dans les investissements. Ok, on va dire les 500 000. Bon, je ne fais pas de fixation dessus, mais c'est le chiffre que tu as donné. C'est ton chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. C'est le revenu, en effet. C'est le revenu, donc mais le bénéfice dépasse plus de 500 000 par mois. Le bénéfice dépasse plus de 500 000 par mois. Donc, le chiffre d'affaires n'est plus de 500 000 par mois. C'est plus de 500 000 par mois. Mais donc, du coup, les 500 000, c'est le bénéfice net. On peut dire ça dépasse 500 000. Ok, net. Donc, bénéfice net, 500 000 $ par mois qui rentrent dans ta poche. Ok. T'en fais quoi? Non, je réinvestis. Dans tu des réinvestis business. Tu gardes quoi pour toi? J'achète beaucoup de terrains. Les gens n'imaginent pas à quel point. Quand on dit des terrains, j'ai vraiment beaucoup de... Je suis une mangeuse de terrain. Et maintenant, je me lance également dans les terrains aux États-Unis. J'en avais déjà certains, mais après la rencontre que j'ai faite, sûrement acquérir d'autres terrains et tout. D'accord. Combien je garde pour moi? On a des virements qui sont faits, mais c'est surtout l'investissement des enfants. Les affaires comme Prosper, j'ai mon compte, les enfants leur compte. Épargne. J'ai un peu d'argent épargné pour 2 ans, s'il y a un truc qui advient. 2 ans, j'ai déjà atteint ça fait très longtemps, mais on continue à mettre des petits montants qui rentrent à l'intérieur. Donc, on va dire que tu n'es pas très dépensière. Non, je n'arrive pas à dépenser. J'essaie, mais je n'arrive pas. Oui, il y a quand même un domaine dans lequel tu dépenses assez. Les voyages. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Là, tu te fais plaisir. Oui, je me fais vraiment plaisir dans les voyages. La découverte, surtout si on me dit on doit m'amener dans un endroit pittoresque, interdit. Quand tu me dis un endroit interdit, là, et là, tu as envie de partir. S'il faut louer Jeep partir là-bas, je veux partir. Parce qu'on apprend toujours. Et c'est là qu'on réalise qu'on est vraiment dans un monde façonné, quoi. Il y a des gens qui tirent des ficelles, qui veulent nous faire penser d'une certaine manière et tout. Et non, les voyages. Okay. Ça, c'est mon... Tu as l'air d'être très économe, en tout cas. Quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui veulent économiser, qui veulent mettre de l'argent de côté, se créer un capital pour l'ancien business, ou c'est créer juste un matelas de sécurité pour les cas durs? Donc, quels sont tes conseils que tu peux donner? Ça, c'est aux salariés ou aux entrepreneurs? Aux deux. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont très mauvais en gestion et qui, du coup, au bout d'1 an, doivent mettre la clé sous la porte. Donc, je pense que ça s'adresse aux deux. Donc, un conseil peut-être pour les salariés, pour les entrepreneurs, si tu en as. Il faut avoir un système en place, systématiser si possible, automatiser tout, de telle manière que quand l'argent tombe dans votre compte, ça sort automatiquement. Pour les salariés, c'est encore plus facile parce qu'il y a des entreprises. Ça va dans un compte d'épargne. Ça va dans un compte d'épargne bien précis. Les salariés, encore mieux parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui peuvent puiser à la source, dont tu ne vois même pas l'argent se déposer dans ton compte. Ça va dans le compte d'épargne spécial des employés. Donc, automatiser de telle manière que dans ta tête, le montant, si par exemple, tu reçois, disons, 20 000 $ le mois, donc au lieu du 20 000 $, par exemple, si tu prends 40 000 que tu balances dans l'épargne, te dire que bon, je fais 16 000 $ net. Ne te dis pas que tu fais 20 000 $. Parce que l'argent qui va dans l'épargne, c'est de l'argent d'un compte qui n'existe pas. C'est pour ton matelas, là, comme tu disais, de protection et tout le reste. Ouais. Ok, super. Donc là, ce sont les conseils pour épargner de l'argent. Maintenant, quels sont les conseils pour multiplier l'argent? Pour toi, on a parlé de mindset, on a parlé de comment faire l'argent vite fait, mais quels sont les conseils que tu peux donner à toute personne qui aujourd'hui veut gagner de l'argent, veut faire de l'argent? Concrètement, comment peut-être avoir des revenus comme les tiens demain et changer le cours de leur vie? Je dirais, entourez-vous de ceux qui ont eu des résultats que vous voulez. C'est très important. Il y a mon école de l'entrepreneuriat. OK. C'est important parce que moi-même, je continue à apprendre. Hein. On n'est jamais as à fond ou à bout. Centre de ces gens-là. Ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de se former, allez là où vous voyez les étrangers.
Ça, c'est un de mes petits secrets quand j'arrive dans un pays. Allez là où vous voyez les étrangers. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voyez que les Chinois sont dans un milieu. Allez regarder. Si vous voyez que les Libanais sont dans un milieu, allez regarder. Donc pour la Côte d'Ivoire, regardez les Libanais. Allez regarder. Vous voyez Pakistanais dans un milieu indien, allez regarder. Parce qu'ils ne viennent pas... Bon, les Libanais, c'est un peu différent ici en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des générations qui sont ici depuis. Mais souvent, ils ne viennent pas d'un pays se lancer dans un business qui ne donne pas. Parce que déjà, à la base, ils sont venus, ils ont testé, ils ont vu que ça fonctionne bien. C'est ça. Donc, allez, comme on dit, zioter, allez guetter. C'est souvent ce que je fais dans un pays. Quand j'arrive au Bénin, je l'ai fait. Au Sénégal, je l'ai fait. Au Nigeria, je l'ai fait. Donc, Tanzanie, Kenya, il y a toujours quelque chose d'intéressant, quoi. Juste à savoir, oui, je fais business. Vous voyez un Chinois avec les babouches marcher. Il dit que mon gars, tu fais quoi? Ne dis pas que c'est juste un petit Chinois, là. C'est un millionnaire, hein, très souvent, qui marche dans la rue. C'est ça. Il dit, oh oui, bon, moi, je vends les tôles, hein. C'est juste les tôles que je vends. Il y a un autre. Ok. Ouais. Tu vends les tôles. Et là, tu commences à creuser. C'est une manière également de faire. Un autre. Et bien sûr, suivez la chaîne YouTube. Parlons de business. Pour avoir d'autres idées de business. Pour avoir d'autres idées de business. En tout cas, je ne veux pas que ce podcast s'arrête, mais malheureusement, je pense qu'on approche de la fin. Oui. Merci déjà pour ton temps. Merci beaucoup. Et il y a plusieurs autres choses dont on devrait parler. On doit finir notre conversation de soumission là. Dans une autre vidéo. Non, je sais souvent que les hommes là, quand on dit ça, quoi? Non. Ça, tu vois, les gens vont dire tu es une féministe qui ne veut pas faire avancer les choses. Mais en tout cas, pour l'instant. Une féministe qui s'est fait demander en mariage 3 fois. Posez-vous la question, mesdames. Quelle est la solution? Venez me voir. Mais il y a des hommes qui sont maso, c'est tout. Il y a des hommes qui sont maso, qui aiment se faire chicoter, comme tu as dit. Mais bon, quels sont les conseils? On va finir. C'est pas le cas de mon mari. Je sais. Mon chéri, je sais que tu parles pas français, mais ça, c'est pour toi. OK? Je sais que tu n'aimes pas te faire chicoter. The end. Qui suis-je pour dire ça? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Bon, en tout cas, quels sont tes conseils pour la fin? Beaucoup de personnes te suivent sur YouTube. Tu inspires énormément. Ouais. Les gens sont ébahis et ils apprécient vraiment ton humour. On ne peut pas être Stéphanie et puis ne pas rire, quoi. Je pense que c'est le podcast dans lequel je le plus ris. Donc, pour terminer, quels seraient tes conseils pour tous ceux qui te suivent et puis tes actualités aussi en même temps? Déjà, j'ai peut-être passé un message. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de remercier ma communauté. C'est une communauté formidable. Okay. Ça reste pour moi la meilleure communauté, mieux que la tienne. Ah, ça dépend. Maintenant, on parle de... Bon, je te laisse finir. Tu sais qu'on a des communautés qui s'entrecroisent également. Ouais, forcément. C'est une communauté qui se laisse inspirer et qui a appris à décomplexer en fonction de ce qu'on leur dit, des invités qu'on fait passer sur la chaîne. Continuez. Parce qu'on a de très bons retours. Franchement, s'il y a un truc qui m'inspire le plus sur YouTube, ce sont les emails qu'on reçoit. Pas juste des merci, tu es allé là-bas, c'est des emails de progrès. Quelqu'un qui dit, oh voilà, je faisais, je sais pas, $1,700. Encore la semaine passée, Cécile m'a remonté 2 emails d'une dame, elle, en France, qui est autour de $2,100 le mois. Elle a dépassé la barre de $7,000 présentement. C'est bien. OK, donc c'est inspirant, Continuez à rester sur la chaîne. Et ce n'est que le début. C'est vrai que ça fait 3 ans et demi, on est là sur YouTube. Mais comme je dis toujours, c'est le début parce qu'il y a tellement de choses. C'est ça. Tellement de choses à faire. Et par rapport aux actualités, les gars, on est en train d'aller dans un pays, là. Vous n'êtes pas prêts. Ah là. Ils ne sont pas prêts pour le pays, là. OK, tu vas parce que l'argent qu'il y a là-bas. Il y a une question que j'ai oubliée que je pose quand même. Ouais. Tu as interviewé pas mal de personnes qui sont fortunées et tout. Quels sont les 3 conseils, du coup, que tu peux retenir de toutes ces interviews-là pour permettre à d'autres personnes, de ces interviews, hein, pas forcément des conseils qui viennent de toi, pour permettre à plusieurs également de gagner les pétrodollars et tout ça? Le premier conseil qui me vient en tête en même temps, c'est continuer à apprendre. Ils m'ont tous dit ça, sans exception. Continuer à apprendre. Il faut continuer à apprendre. Il ne faut jamais se dire que tu es arrivé, quoi. Et même quand tu es arrivé, là, même quand tu auras $1 milliard, tu continues à apprendre. C'est un truc qui n'arrête pas de revenir, cette envie, to be, hungry, être affamé de la connaissance. C'est ça. S'entourer de bonnes personnes, ça revient également beaucoup. Les gens qui vous tirent vers le bas, attention, limitez les relations avec elles.
Permettez-vous d'être autour de personnes qui vous font rêver grand. Et même si ce n'est pas la personne physique, il y a des chaînes YouTube comme celle de Jean-Yves, comme la mienne, où vous pouvez carrément cliquer sur play. Aussi simple que ça, c'est comme la télé, tu cliques là, tu vois la vidéo de Jean-Yves, tu cliques dessus. Tu écoutes et tu te permets de rêver. Tu dis, bon, si le grand frère a fait ça, si même mon petit frère a fait ça, je peux faire la même chose. OK? C'est ça. Jean-Yves, tu as une inspiration aussi. Hein. Tu vas quitter l'Occident pour arriver ici. Ah, ça, on m'a traité de tous les noms. Tu es fou, tu sais quoi. Il y a une tante qui m'a dit, je vais t'arrêter à l'aéroport, que si tu descends, je te remets dans l'avion pour repartir. Qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Bref, en tout cas. Tu vois, donc, vraiment s'entourer de personnes et de conseils, ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Parce que quelqu'un va te dire, bon, je faisais peut-être 150 millions. Quand j'ai rencontré telle personne, je suis passé de 150 millions de dollars à 800 millions. C'est ça. Donc, vraiment, chercher ces personnes-là comme pas possible. Si vous vous rendez compte que vous avez des tueurs de rêve, comme je les appelle, mettez-les de côté. Parce que, bizarrement, dans 5 ans, 10 ans, ils seront toujours des tueurs de rêve. Hein, et ils n'auront pas évolué. C'est ça. Et toi, on va dire que tu as trempé, tu as fait des choses un peu bizarres. OK? Puis, un dernier conseil qui revient souvent. Mais sinon, ça va. 2. Ça va, 2 conseils. Tu dis, voilà, ce sont les meilleurs conseils, en tout cas. Bon, ce sont les meilleurs conseils que je peux donner aux entrepreneurs, pour l'instant, en tout cas. Okay. Le temps d'évoluer. Super. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour ton temps. J'espère que vous avez apprécié mon petit accent camerounais. Quand je suis entouré de Camerounais, j'ai envie de parler. C'est vrai, l'accent la ressort. L'accent ressort. En fait, j'ai pris l'habitude d'imiter les gens. Donc, c'était juste... Ouais, c'est ce que je faisais avant. Quand quelqu'un parle comme un Camerounais, je vais parler. Quand quelqu'un parle comme un Béninois, je vais parler pareil. Oh, okay. Donc, ça m'est resté. Mais je pense que je côtoyais pas mal de Camerounais. Et c'est pour ça que j'aime la présence des Camerounais, en tout cas. Merci à toi. Merci encore à toi. Et puis, j'espère que vous avez pris autant plaisir que moi dans ce podcast qui était un peu dans tous les sens. Mais bon, il y a forcément de la moelle épinière et de l'essence dedans. Le sujet sous la soumission. On va faire le sujet sous la soumission. Si vous voulez qu'on fasse le sujet sous la soumission, dites-le dans les commentaires et on fera un live dessus. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.